Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être aussi nombreux. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde, c'est très bien. Et donc, comme vous l'a dit Alexis, en fait, on m'a proposé une mini tournée en Bretagne, Pays de la Loire. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est très, très chouette. Et je remercie vraiment tous les membres de l'association, de l'ASCO, de m'avoir si bien accueilli, de m'avoir un petit peu, de s'être bien occupé de moi. Et pour ce faire, ici, j'ai préparé 2 conférences différentes, puisque j'en ai donné 3. Et en fait, celle que je redonne aujourd'hui, donc je l'ai donnée vendredi soir, déjà. Et pour dire, la conférence d'hier, c'était une conférence assez technique. On a vraiment parlé d'astronomie, de repérage dans le ciel, sur la voûte céleste, etc. Aujourd'hui, je vous propose plutôt un florilège. On a différentes façons d'analyser l'astrologie de façon critique, en tout cas de se poser des questions sur. On va plutôt parler des origines, notamment aujourd'hui. Et donc voilà. Pour me présenter, je suis on va dire un zététicien, un sceptique aussi. Ce sont des personnes qui essayent d'analyser les choses en essayant de se référer un peu à tout ce qui est méthodologie scientifique, c'est-à-dire poser la question du pourquoi, du comment, essayer vraiment de s'assurer des fondements des choses, de vérifier les sources éventuellement, ce genre de choses. Et en fait, je suis très actif dans la promotion de l'esprit critique et de la démarche scientifique en général. J'ai une particularité, c'est que j'ai pratiqué l'astrologie. Moi, j'étais chez les astrologues il y a quelques années, et donc je n'y suis plus. Je vais vous en parler rapidement en début de conférence. Ce qui fait que je connais le sujet de l'intérieur, et donc ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être un petit peu plus détaillé que ce que vous avez l'habitude d'entendre, sauf si vous connaissez déjà un petit peu mon travail. Et vous allez voir, c'est passionnant. En tout cas, moi, je me régale. Et c'est pour mettre en contexte, c'est vrai que en général, ce sont les astrologues qui passent du temps sur l'astrologie. Moi, je suis l'autre personne qui passe beaucoup, beaucoup de temps sur ce sujet parce que, comme je l'ai pratiqué, je la connais. Mais l'analyser de façon critique, aujourd'hui, c'est encore plus passionnant que ça l'était autrefois quand j'y croyais. Donc, vous allez voir un peu comment j'approche ça. Je pense que de toute façon, on laissera un petit peu de temps à la fin pour des questions. Mais il est possible que pendant la conférence, je m'arrête à un moment, puisque je vais parler de sujets très différents, contrairement à hier. Et si vous avez des questions, vous pourrez peut-être en poser quelques-unes pendant la conférence. Allons-y. Donc, l'astrologie. Quand on n'est pas astrologue, qu'on s'intéresse à l'astrologie, c'est compliqué. Quand on s'intéresse notamment au débat sur l'astrologie. C'est très technique. Il y a vraiment, quand on veut pratiquer l'astrologie, il faut s'initier. Ça prend des années. Il faut se familiariser avec de nombreuses choses, que ce soit techniques, symboliques, etc. Ce qui fait que dans les débats, quand ça fuse un peu, c'est pas évident de suivre les débats. Il y a des fois, on entend un petit peu tout et son contraire. Il y a des raisons. Soit des astrologues qui sont de courants astrologiques différents, mais qui défendent pas les mêmes idées. Soit des sceptiques qui maîtrisent plus ou moins bien le sujet. Il y a beaucoup de débats, donc c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet très ancien, c'est-à-dire que les débats d'aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Il y a beaucoup d'arguments qui sont connus déjà depuis très longtemps. Ce qu'il y a d'original, on va dire depuis une centaine d'années, c'est que la méthode scientifique a beaucoup avancé, donc ça permet de reformuler des anciens arguments et d'en poser un petit peu de nouveaux. Mais sinon, les débats se sont accumulés depuis plus de 2000 ans déjà, donc il y a énormément de choses. Personne d'ailleurs n'a une vision globale sur ce sujet-là, c'est trop énorme. Il y a de nouvelles questions, il y a de nouveaux débats, je vais en présenter quelques-uns. Une véritable actualité si on suit un peu le sujet, mais c'est pas évident. Donc c'est impossible de tout lire, de tout connaître, même moi je peux pas faire le tour du sujet, aucun astrologue n'a fait le tour du sujet, même s'il le dit, ne serait-ce que les arguments critiques. Mais quand même, il y a des choses qu'on peut déjà faire ressortir. En plus, ce qui est difficile, c'est très difficile d'avoir des débats entre sceptiques et astrologues. Et il y a eu des débats, une période, surtout les années 90, où il y avait beaucoup de débats, parce qu'à la télévision, il y avait des émissions qui proposaient ces débats. Et donc, de temps en temps, il y avait des astrologues qui allaient se confronter à des sceptiques. Mais en fait, il y en avait surtout une qui s'appelait Elisabeth Tessier. Et donc, c'était une astrologue médiatique. Donc, c'était un petit peu son job, son boulot, sa passion, sa vie, etc. Puis depuis qu'elle a pris un petit peu sa retraite, ça s'est beaucoup calmé. Et moi, j'avoue que j'ai personne avec qui débattre. C'est dommage. Je crois que c'est Thomas Durand aussi. Il y a Samuel Busseret, si vous connaissez des sceptiques sur les chaînes YouTube, qui souvent demandent aux homéopathes, ils disent on aimerait bien débattre avec eux. Avec vous, venez débattre. Ils n'arrivent pas à trouver de débatteurs. Moi, c'est pareil que les astrologues. Ce qui est bien dommage.
Donc, malgré toute cette complexité, est-ce qu'on peut quand même se faire un avis sur la question, hein, puisque si on ne peut pas tout connaître, donc on va voir qu'il y a quand même des choses qu'on peut dire. Est-il possible d'avoir des certitudes? Ça, c'est moins évident. Pourtant, quand on analyse, comme je vais le faire, hein, quand on s'intéresse aux origines de l'astrologie, il y a des choses déjà qu'on peut voir. Quand on s'intéresse aux erreurs de l'astrologie aussi, on peut en tirer quand même certaines conclusions. Et quand on s'interroge sur la question du faux en astrologie, vous allez voir, c'est un petit peu bizarre, mais c'est là que ça devient intéressant. Parce que autant le vrai, c'est pas évident, on peut pas toujours le prouver, voire jamais. Autant le faux, c'est peut-être plus facile. Donc finalement, les certitudes, elles viennent pas forcément de ce qui est construit, mais plutôt de ce qui est déconstruit. Et puis sur l'efficacité de l'astrologie, on peut s'interroger aussi. Ça sera plutôt le côté expérimental. Est-ce qu'on a testé l'astrologie et comment? Et puis, on connaît la satisfaction des clients des astrologues, hein, personne ne la remet en question. Mais est-ce qu'on peut être satisfait aussi pour de mauvaises raisons? Voilà. Moi, je pose plein de questions qui sont des questions sceptiques, qui ne sont pas posées que à l'astrologie, mais ce sont des questions qu'on ne trouve pas dans le milieu astrologique. Voire même, ce sont des questions qu'on ne veut pas poser. Ce sont des questions limite tabous. Quand j'y étais, notamment, c'est ce genre de choses qui m'a poussé un peu plus vers la sortie, entre guillemets. Enfin, moi, à quitter le monde de l'astrologie. Parce que moi, il y a trop de questions que j'avais à poser et que les autres ne voulaient pas poser. Alors, est-ce qu'il faut absolument avoir pratiqué pour avoir un avis sur l'astrologie? Parce que c'est aussi l'argument qu'on rencontre souvent de la part des astrologues. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes médecin et est-ce que vous avez un avis sur la médecine? On peut avoir un avis sur la médecine, où j'ai mis l'astrophysique en exemple, sans avoir été un professionnel, quoi. Et pour l'astrologie, j'ai envie de dire c'est pareil, il suffit de savoir quels arguments donner. Et moi, personnellement, je l'ai pratiqué, donc je n'ai pas de problème là-dessus. En termes d'arguments d'autorité, ça passera. Voilà, on va donc parler de la question du faux, notamment de ce que j'appelle la fécondité du faux. C'est un petit peu antinomique, et pourtant. Et puis, chez les sceptiques, on aime bien chercher des alternatives. C'est-à-dire que souvent, les astrologues, comme dans d'autres disciplines, disent « ma discipline est bonne, elle est vraie, elle marche ». On peut dire plein de choses différentes parce que... Et pour eux, l'explication est astrologique. Et les sceptiques aiment bien chercher des explications alternatives. Est-ce qu'on peut expliquer les choses autrement que ce qui est proposé par le professionnel? Et ça, on adore ça, et on va voir que c'est fécond. C'est pour ça qu'on dit que l'alternative est féconde quand on a une approche sceptique des choses. Donc mon parcours atypique, très rapidement. Donc j'ai pratiqué l'astrologie. J'ai jamais monté un cabinet, donc j'ai pas multiplié les consultations par centaines, mais j'ai pratiqué l'astrologie en montant les thèmes des gens que je rencontrais. J'ai fait ça pendant des années. J'ai côtoyé les astrologues et j'aime bien dire toujours que je pense que j'étais ni malhonnête ni de mauvaise foi. Donc quand on dit que ces personnes-là sont malhonnêtes, sont de mauvaise foi, etc., pour moi, c'est pas un argument. C'est un petit peu trop facile. Qu'il y en ait qui le soient, forcément, comme de partout, j'ai envie de dire. Mais en fait, quand on tombe dedans, vraiment, l'astrologie, on a des raisons d'y croire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Et moi, je veux vraiment analyser de façon critique en sachant ça et en le connaissant. Et donc, je m'y suis intéressé vraiment parce que moi, ça m'a permis de me poser des questions sur moi. Et ça m'a permis d'apprendre à me connaître un peu mieux, d'une certaine façon en tout cas. Donc je ne rentrerai pas dans ces questions aujourd'hui, mais l'astrologie permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, des choses comme ça. La question, c'est est-ce qu'elle permet de mettre les meilleurs mots? Ça se discute, parce qu'on peut mettre différents mots sur ce qu'on ressent, mais par contre, on va les interpréter différemment. Et maintenant que je suis de l'autre côté, entre guillemets, plutôt du côté de l'esprit critique, de la démarche scientifique, on s'intéresse énormément à ce qu'on appelle les fonctionnements cognitifs, c'est-à-dire du cerveau, mais approché de façon scientifique. Et finalement, en termes de connaissance de soi, connaître ces outils-là, ces façons de penser le monde, d'aborder une information, de la disséquer, etc., ça fait vraiment partie aussi de la connaissance de ce qu'on pense, de ce qu'on croit. Mais ces choses-là, moi, je ne les ai jamais rencontrées en astrologie. Et donc, vraiment, il n'y a pas d'opposition pour moi sur ce plan-là entre ces domaines. Par contre, il y a une différence d'exigence. Et ça, j'insiste fortement dessus. J'ai été membre du bureau de la Fédération des astrologues francophones pendant presque 8 ans. Je ne sais plus si j'ai démissionné en 2010, 2011, enfin un truc comme ça. Et ça m'a donné l'occasion vraiment d'être au contact des astrologues tout le temps, tous les jours. Soit je les rencontrais, soit j'échangeais par mail. Donc ça m'a vraiment donné une connaissance du milieu. Et en fait, quand j'ai publié le livre qui est devant moi,
en reprenant un manuscrit que j'ai pas réussi à publier en 2005, je me suis rendu compte qu'en 1 an et demi, en côtoyant les astrologues, en fait, ça m'a donné énormément d'arguments critiques. Ça a développé finalement ma défiance vis-à-vis de l'astrologie au lieu de la renforcer. Et c'est pour ça que ça a été vraiment très, très formateur, je dirais, pour moi. Et, et donc, voilà, le fait d'être au contact des astrologues, en tout cas, moi, ça ne m'a pas confirmé dans ce que je voulais, ce que j'attendais de l'astrologie. Alors, c'est vrai que j'ai un cursus et des compétences variées et par rapport à celles qu'on trouve dans le monde astrologique en général, puisque au départ, j'ai un début de formation scientifique, on va dire, puisque j'ai un doc de mathématiques et une licence de physique. Et puis, j'ai fait une overdose de sciences exactes. Et comme d'autres, si vous connaissez Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale, j'étais sur les bacs de la fac de sciences, mais je ne comprenais pas la méthode scientifique. Peut-être qu'elle n'était pas enseignée, qu'elle était mal enseignée, mais en tout cas, je ne l'avais pas comprise. Je l'ai comprise bien mieux, bien plus tard. Et en fait, j'ai bifurqué, je suis parti en philosophie. Je me suis rendu compte que je faisais de la philo sans le savoir, en fait, en me posant plein de questions sur plein de choses. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment aborder les questions des croyances différemment. On pose d'autres questions en philo. Puis les philosophes ont fait ça bien avant les scientifiques. Donc ça a complété vraiment ma remise en question, en tout cas, qui commençait déjà par rapport à l'astrologie. Et j'ai commencé à l'interroger différemment. Et j'ai terminé en master en histoire et philosophie des sciences. Donc là, ça fait vraiment, ça mêle en plus l'histoire. J'ai appris à interroger l'histoire. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux origines de l'astrologie avec ces compétences-là. Et donc, vraiment, ça m'a permis une autre approche de l'astrologie que ce que font les astrologues. Donc, l'ironie de la chose, c'est qu'en fait, je me suis vraiment attaqué à la critique de l'astrologie parce qu'au début, je voulais défendre l'astrologie. Et puis bon, j'étais humble à l'époque. Je voulais prouver l'astrologie. Et puis, j'avais tellement d'idées que je me disais, je vais être peut-être le nouvel Einstein, peut-être le nouveau Newton. C'est parce que franchement, on voit bien, les gens ne se rendent pas compte. L'astrologie, ça marche, c'est vrai. C'est juste qu'on n'a pas compris comment ça marche. Puis je ne me rendais pas compte dans quoi je m'engageais, en fait. Et en voulant me confronter à la critique, je l'ai fait en philosophe. C'est-à-dire qu'en philosophie, quand on analyse des auteurs, on nous dit bien, attention, vous attaquez un auteur, attaquez ses idées principales. Vous ne vous contentez pas de ne pas être d'accord sur une ligne ou sur un détail en disant bah non, moi je ne suis pas d'accord là-dessus. Non, vous attaquez de front, et c'est ça qui est le plus difficile. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire avec la critique. J'ai démonté plein d'arguments, parce qu'il y a des arguments qui sont juste dus à une méconnaissance de l'outil, mais il y en a que je n'arrivais pas à démonter. Et j'ai commencé à monter mon autocritique, une nouvelle critique de l'astrologie un petit peu, au début qui n'était pas la même que les sceptiques, pas complètement, puis de plus en plus. Et le problème, c'est que j'ai rejeté petit à petit des choses, de plus en plus, de plus en plus. Et finalement, j'ai fini par tout rejeter, quoi. Et j'en suis sorti. Et notamment, mon originalité, c'est que j'osais poser des questions tabous. Par rapport aux astrologues, j'étais capable de me dire, s'il y a des choses de fausses dans l'astrologie, faisons un tri. J'ai voulu faire comme Descartes a fait en son temps. Et puis, on va garder ce qui reste, quoi, tout simplement. Hein. Ça a l'air simple. Mais par contre, j'avais conscience du fait que s'il restait rien, il faudrait rien garder. Mais au fond de moi, je me disais, mais si on se trompe, il faut le reconnaître, puis il faut s'arrêter. Et là, je voyais que les astrologues ne voulaient pas aborder la chose de cette façon-là. Et moi, ça a été vraiment ce qui m'a permis d'aller au bout de ma démarche. Et donc, aujourd'hui, je considère que j'ai vécu ce qu'on peut appeler une déconversion, même si l'astrologie n'est pas une religion, qui a été lente, qui a été progressive, ça a été compliqué, c'est pas linéaire. Et donc, j'en arrive maintenant à travailler sur l'astrologie en tant que sceptique, à avoir une approche technique, une approche rationnelle, tant que possible. Et ça me permet d'avancer. Et puis, au moment où je doutais vraiment et j'étais presque sur le point d'arrêter, j'ai rencontré des sceptiques d'une association qui s'appelle l'Observatoire zététique. Et le jour où je les ai rencontrés, par hasard, en fait, avec une autre assoce, je suis allé les voir et je ne savais pas comment j'allais être accueilli. Et donc, j'ai été accueilli normalement. Ils faisaient la part des choses. Je n'étais pas un ennemi. Et il y en a même un qui me dit « Ah, mais j'adore ce que tu fais sur la critique de la critique. » Et là, je n'ai pas compris. Parce que c'était le camp d'en face, normalement. Et en fait, je me suis rendu compte, et maintenant je le comprends d'autant mieux, que quand on pratique la zététique, pratiquer quand on fait de l'esprit critique, il n'y a pas de camp, en fait. Il n'y a pas des pour et des contre. On a envie de le penser comme ça, mais c'est pas si simple en fait. On rentre vraiment dans les débats. Et en fait, ça m'a relancé. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être plus de sceptiques qui s'intéressaient à ce que je faisais que d'astrologues. Et donc, j'ai continué, ça m'a motivé.
Et j'ai envie de dire, je me suis vraiment initié aux outils de l'esprit critique bien après finalement. C'est assez récent dans ma démarche et c'est venu à la fois compléter mon travail et puis remettre en question des choses que j'avais faites et sinon m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Euh, un exemple que je donnais, mais j'ai oublié d'en parler, c'est que quand je disais que je mettais des mots sur mes ressentis avec l'astrologie, je considérais vraiment l'émotion comme une information. Parce que j'avais déjà vu que l'émotion, ça pouvait me tromper, donc je n'étais pas dépendant de ça et victime de ça. Mais je pensais vraiment que connaître mes émotions, ça me permettrait de me connaître mieux. Et aujourd'hui, maintenant que je connais plutôt les outils de l'esprit critique qui s'adressent un petit peu en amont de l'émotion, de la raison, je me rends compte que j'ai envie de faire une analogie avec un peu le moteur d'un véhicule. Et si on compare le bruit du moteur et ce qu'il y a dans le moteur, moi j'ai l'impression qu'avant je m'interrogeais sur le bruit du moteur. Et quand on connaît le moteur, avec le bruit, on arrive à déterminer ce qu'il y a dedans. Mais quand on ne connaît pas le moteur, le bruit, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, avec l'esprit critique, j'ai vraiment l'impression d'aller dans le moteur, en fait. Et on est pas mal de sceptiques qui avons été croyants à nous dire qu'on n'a jamais tant appris sur nous que depuis qu'on est sceptique, en fait. Alors ça, ça peut se discuter, mais voilà. Donc là, ça vous donne vraiment une idée de mon parcours. Et donc, on va rentrer vraiment dans le fond du sujet. Donc hier, j'ai donné une conférence un peu technique, vraiment sur de l'astronomie, sur des biais, de la méthodologie. Aujourd'hui, comme je disais, on va faire un petit florilège. J'ai choisi des sujets vraiment variés pour montrer différents angles d'attaque sur l'astrologie. Et donc, j'ai publié un livre qui s'appelle Astrologie, la fin des mystères. C'est un peu provocateur. Et voilà, il est ici si à la fin ça vous intéresse. Alors, pour commencer, je vais m'attaquer à un argument d'autorité, c'est-à-dire un argument qu'on entend souvent en astrologie, qui est considéré comme suffisant en soi quelque part, alors que finalement, quand on est sceptique, après on se rend compte que ce genre d'argument, on ne peut pas l'accepter tel quel. L'argument d'autorité, c'est de dire qu'un sujet peut avoir une valeur, non pas parce qu'on l'a prouvé, mais parce que des gens qu'on estime, des gens très savants, des gens reconnus ailleurs dans leur domaine, l'ont pratiqué, y ont cru. Et donc ça, c'est vraiment un mauvais argument qui est employé depuis toujours. Mais depuis qu'on a d'autres moyens de prouver les choses, c'est vraiment maintenant, nous en tant que sceptiques, quand on croise des personnes qui ont ce genre d'argument, on a l'impression qu'en fait, elles n'ont pas grand-chose à dire pour prouver ce qu'elles disent. Donc elles se réfèrent à ces arguments-là. Mais ce n'est pas du tout évident de le voir comme ça. Et donc, si on se pose la question, comment est née l'astrologie? Parce que c'est tellement ancien, l'astrologie. Puis ça a traversé le temps quand même, donc il doit y avoir des raisons, quoi. Et donc, quand est-ce qu'elle est née? Par qui est-ce qu'elle a été créée? C'est des questions qui sont pas... On n'a pas des réponses simples à proposer. Et puis surtout, il y a les réponses des astrologues et il y a les réponses des historiens. Et malheureusement, les astrologues ne sont pas, en général, pas très informés du travail des historiens. Donc quand on lit des livres d'astrologie, souvent, c'est vraiment de l'histoire romantique. C'est-à-dire que les astrologues ont dû créer l'astrologie parce que, et puis chacun a ses idées. Et il faut être vraiment sensible à une chose, c'est quand il y a ce genre d'argumentation, il y a toujours un moment dans le paragraphe où c'est probablement. Et c'est probablement à ce moment-là que... Et puis non, là, il y a un trou et en fait, c'est toujours comme ça, quoi. Donc c'est compliqué, l'astrologie, c'est compliqué quand on s'intéresse à ses origines. Et donc, moi, je vais poser quelques questions là, notamment qui étaient les anciens. Vous savez, souvent on dit « Ah, mais les anciens, ils pratiquaient comme ça, etc. » Mais quand on dit les anciens, on parle de qui? Et notamment les premiers astrologues. Qui étaient-ils? Souvent, quand on est dans le milieu astrologique, les gens ont confiance en les anciens parce que on leur attribue une certaine sagesse. Il suffit de lire des livres de philosophie, de Platon, Aristote et les autres, et on voit qu'effectivement, il y a quand même des choses dans d'autres civilisations aussi. Mais le problème, c'est que c'est souvent une position de repli, ça. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on n'arrive pas à comprendre comment on a créé le zodiaque, comment on a développé les angles de l'astrologie, des paramètres plus techniques. Et aujourd'hui, on aurait des moyens d'expliquer les choses, mais on sait qu'ils ne les avaient pas à l'époque. Donc, il devait avoir une connaissance qu'on n'a pas. Et ça, c'est une réponse qui est trop facile, qu'on ne doit pas accepter. C'est trop simple. Et puis, alors après, on part dans différents types d'argumentation, mais peut-être qu'ils étaient plus proches de la nature. Aujourd'hui, on est dans les villes, on a perdu le contact avec la nature. Et donc, si on brode là-dessus, on peut dire qu'ils étaient plus proches de la réalité du monde. Ils avaient peut-être accès à des plans de conscience auxquels nous, on n'a plus accès aujourd'hui. Et ça, c'est les arguments qu'on entend régulièrement. C'est quand même un peu léger. Et puis, on va voir que ça amène à des contradictions. Et notamment, si on regarde la naissance de l'astrologie, on voit qu'elle était d'abord collective.
C'est-à-dire que il y avait un devin qui interprétait en général pour le roi ou l'empereur, etc. Et qui donnait des interprétations plus pour l'état du royaume que pour les personnes. Alors que dans la mythologie un peu des astrologues, ce serait plutôt, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont observé autour d'eux, ils ont interrogé les gens, et puis ils ont vu que selon quand est-ce qu'ils naissaient, les personnalités variaient, et comme ça, on aurait partagé l'année en 12, et ça ne s'est pas du tout passé comme ça, en fait. L'astrologie de naissance est arrivée bien après l'astrologie collective. Donc, en fait, on ne sait pas, donc souvent on idéalise. Et puis s'intéresser à l'histoire, il faut faire très attention parce que l'histoire, ça demande des compétences. Il y a des compétences particulières, de même quand on est scientifique, quand on est astronome, on n'est déjà pas biologiste, mais alors être historien, c'est encore autre chose. Et donc, quand on s'intéresse à l'histoire des idées en général, il y a plein de pièges aussi qui se posent et souvent, en tout cas, les astrologues tombent dedans. Donc attention, les historiens ont travaillé sur les sujets, il vaut mieux se référer à leurs travaux, notamment parce qu'ils sont sourcés qu'aux travaux des astrologues. Ensuite, il y a souvent une confusion entre la sagesse des anciens et les connaissances réelles des anciens. C'est-à-dire que la personne la plus sage du monde, c'est pas pour ça qu'elle sait ce qu'est un atome et comment il fonctionne. Il faut pas tout mélanger. Être sage, c'est comment dire ça. Déjà, c'est pas évident à définir, mais ça fait référence à certaines compétences, peut-être humaines, personnelles, mais qui ne donnent pas des compétences mathématiques, par exemple, ou dans d'autres domaines. Et quand on regarde ce dont étaient capables les anciens, on va dire il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, c'était très très limité en fait. Alors déjà par rapport à ce qu'on fait nous, mais ça n'allait pas très très loin. En plus, souvent, quand on dit ça, on se réfère à des textes philosophiques. Les textes des astronomes, justement, d'il y a 2500 ans, personne ne les lit. On ne les connaît pas. Donc c'est plutôt des philosophes qu'on lit. Donc attention à ça. Et donc l'histoire des connaissances et des idées, l'histoire des sciences, c'est pas simple à aborder. Un exemple, par exemple, quand les astrologues cherchent comment est apparu le zodiaque, ils vont se demander comment a été découvert le zodiaque. Parce que le zodiaque, pour eux, c'est quelque chose de très très concret et de limite matérielle. Alors qu'en fait, l'historien, lui, il va chercher quand est-ce qu'on a inventé le zodiaque. Et il y a des principes en amont qui ne sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, invention ou découverte. Si l'astrologie marche, découverte, pourquoi pas. Mais si ça ne marche pas tant bien que ça, comme on va le voir, c'est peut-être juste une invention. Et ensuite, souvent, il y a l'idéalisation aussi des découvreurs. C'est-à-dire, la relativité, c'est Einstein. La gravitation, c'est Newton. L'évolution, la théorie de l'évolution, c'est Darwin. Évidemment, ce n'est pas si simple, mais on pense souvent comme ça. On a envie de rajouter, l'astrologie, c'est... est-ce qu'il y a quelqu'un qui a inventé l'astrologie un jour ? On aurait perdu sa trace, on aurait perdu les textes peut-être, mais pourquoi pas ? On va voir aussi que ce n'est pas forcément la seule réponse. Donc, sur les origines de l'astrologie, il y a un problème. Si les anciens étaient si sages, s'ils avaient accès à une connaissance qu'on n'a pas nous, c'est la lenteur des choses, en fait. Ça s'est passé vraiment sur le temps. Il y a une citation qu'on voit régulièrement passer, qui est donnée souvent par les astrologues. C'est André Breton, en 1954, qui disait pour l'astrologie que c'est une très grande dame, fort belle et venue de si loin. Donc venue de si loin, vous voyez, ça renvoie à l'âge, à l'ancienneté, aux anciens, qu'elle ne peut manquer de me tenir sous le charme. Elle me paraît détenir un des plus hauts secrets du monde. Dommage qu'aujourd'hui, au moins pour le vulgaire, trône à sa place une prostituée. Ce que veut dire André Breton ici, c'est que quand on pense astrologie, en général, on pense horoscope de presse. Et l'astrologie pratiquée par les astrologues, notamment en consultation, effectivement, en termes de complexité, ce n'est pas la même chose. On va en reparler juste après aussi. Et elle peut fasciner, vous allez voir un petit peu pourquoi aussi. Mais il y a toujours cette idée que un truc aussi complexe, aussi brillant, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Il doit y avoir quelque chose à la base. Et pour que les gens aient mis au point ces choses-là il y a 2000 et quelques années, ils devaient connaître des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On va voir qu'on peut discuter ça. En théorie, si on écoute les astrologues, en tout cas, l'astrologie pourrait avoir 5000 ans d'âge. Il y en a qui disent plus même. Et puis, il n'y a pas de limite. Ça pourrait avoir 10 000 ans. Il y en a qui disent 30 000. Pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'il n'y a aucune source, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien là-dessus. Si on regarde la naissance de l'astronomie, parce que l'astrologie sans l'astronomie, ce n'est pas tout à fait de l'astrologie. Là, on va plutôt du côté du moins 3000, moins 2000.
Souvent, quand on dit ça, on pense aux mégalithes, aux pyramides, c'est-à-dire ces grands édifices de pierre qui ont, eux, vraiment 5000 ans d'âge, voire plus. Et on sait qu'ils étaient orientés de façon à pouvoir un petit peu localiser les levées du soleil et des astres, qui se font donc à l'est, et puis les couchers à l'ouest. Et donc, ils disposaient les pierres de façon à pouvoir repérer ce genre de choses. Mais ça, n'importe qui peut le faire. Si vous êtes un peu à la campagne et que vous regardez les levées du soleil au fil de l'année, moi je l'ai fait, c'est très facile de voir à peu près où s'arrêtent les levées du soleil, où il se couche de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de connaissances pour ça, il suffit juste d'aligner des directions. Et c'est vrai que quand on regarde ça de loin, c'est-à-dire 5000 ans après, on peut se demander mais qu'est-ce qu'ils se disaient en observant? Ça, on ne sait pas. Par contre, ce qu'ils ont construit, c'est des choses très très simples. Donc il ne faut pas non plus en rajouter. En fait, si on regarde les débuts de l'astronomie, et quand on lit des histoires de l'astronomie, on parle beaucoup de la Grèce, parce qu'on a beaucoup hérité du travail des Grecs il y a 2300 ans à peu près. Mais auparavant, ça commence en Mésopotamie, dans la région de l'Irak actuelle. Et donc, ça commence à peu près 2000 ans avant notre ère, c'est-à-dire il y a 4000 ans. Et comment il commence? Il commence simplement comme les autres, c'est-à-dire à observer les levées des astres à l'est, les couchers à l'ouest, et ils se rendent compte qu'ils se lèvent à peu près toujours au même endroit, et puis que les levées varient, mais ils varient de façon très régulière, et c'est ça qui les intrigue. Et ils commencent à se demander mais pourquoi ils se lèvent comme ça. Mais en fait, au début, ils ne se demandent pas pourquoi. Ils ont des raisons à eux de le faire, et quand ils le font, c'est pour savoir s'il n'y a pas un sens à en tirer. Donc ça commence vraiment comme ça. Ils se disent mais est-ce que les dieux nous envoient des messages? Et si on remet dans le contexte, on se rend compte qu'ils sont en train de faire ça avec tout et n'importe quoi. En fait, ils cherchent aujourd'hui ce qu'on appelle des corrélations. Ils notent par exemple la hauteur du fleuve tout au fil de l'année, et ils regardent s'il y a des événements qui se passent en même temps. S'il y a un grand incendie à un moment, quelle était la hauteur du fleuve? Ça veut peut-être dire qu'à chaque fois que le fleuve est à cette hauteur-là, il y a peut-être un risque d'incendie. C'est réellement des choses comme ça qu'ils font. Donc ils font ça avec les plantes, avec les soins, avec les astres, avec vraiment tout et n'importe quoi. Quand il y a c'est un exemple qu'on entend souvent, quand il y a un agneau à 5 pattes qui naît, c'est très très rare. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un événement particulier? Et donc ils mettent en place des dizaines de milliers de ce qu'on appelle des présages. Et les présages, ce ne sont pas des prévisions comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire dans 300 jours et 10 heures, par exemple, on peut observer telle chose. Eux, ce qu'ils disent, c'est si un agneau à 5 pattes naît, alors, et puis ils mettent l'événement qu'ils ont observé à côté. Et ils compilent ça, et l'astrologie est là au milieu, en tout cas l'intérêt pour le ciel est là. Et donc ça, c'est seulement 2000 ans avant notre ère. Et puis donc, ils vont faire ça aux alentours de 1500, ils vont compiler des présages, des présages, des présages, et il y en a, je ne sais plus, 7000, je crois, qui sont en lien avec le ciel. Donc ça peut être le soleil, la lune, les planètes, les étoiles, mais ça peut être aussi le temps, la météorologie. Il n'y a pas vraiment de distinction. Alors que si on cherche la création du zodiaque des signes astrologiques, donc ce que vous voyez dans les horoscopes en général, normalement vous avez tous vu un peu la roue du zodiaque, et ben celle-ci c'est vers 500. Les historiens la datent vers 500 avant notre ère. Et donc quand on pratique l'astrologie, évidemment il n'y a pas que les signes qui jouent, il y a aussi des angles qui rentrent en jeu, j'en parlerai pas aujourd'hui, ce qu'on appelle les aspects. Les aspects, c'est 2 siècles après qu'ils apparaissent. Ce qu'on appelle les maisons astrologiques, c'est le classement qui démarre à l'ascendant. Celui-là, c'est encore des siècles après. Donc là, ça donne déjà un indice pour dire il n'y a pas eu un Newton ou un Einstein de l'astrologie, puisque la création des différents outils qu'on a aujourd'hui, elle se fait sur plusieurs siècles en fait. Parce que les astrologues de l'époque sont très très créatifs, ils imaginent plein de choses, on pourrait dire qu'ils testent plein de choses, mais ce n'est pas au sens scientifique du terme. Et puis, selon les modes, selon le charisme des personnes, selon les discussions de l'époque, il y en a certains qui restent, d'autres qui disparaissent. Et finalement, la discipline se met en place progressivement. Et moi, la question que je me pose, je vous dis, ça commence 2000 ans avant notre ère pour ce qui est des premières traces vraiment d'astronomie. La création du zodiaque, c'est vers 500. Et s'ils avaient accès vraiment à une réalité qui n'est pas la nôtre, s'ils avaient des intuitions qu'on n'a plus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Ils ont mis quasiment 1500 ans pour arriver à comprendre ce qui aujourd'hui est vraiment le b.a.-ba, la base notamment de ce qui va être toute l'astronomie grecque derrière. Ça pose des problèmes, ça. C'est pas si simple. En fait, pour moi, ils ont fait autre chose surtout, c'est-à-dire que les astrologues n'existaient pas à l'époque. Les astrologues, finalement, sont nés en même temps que l'astrologie. Et en fait, c'est pour dire qu'en fait, c'est pas si simple. Il ne faut pas imaginer qu'un jour, il y a quelqu'un qui a inventé l'astrologie est née,
et puis on peut commencer son histoire. Non, il y a eu plein de disciplines bizarroïdes qui s'intéressaient au ciel, qui n'avaient pas du tout les mêmes principes que l'astrologie. Et puis ça a évolué, ça a disparu, c'est passé en Grèce, ça s'est géométrisé. Et en fait, c'est quelque chose qui prend forme au fil du temps. Donc, conclusion, il ne suffit pas d'observer le ciel et les gens pour dire, oui, évidemment, quand on dit, toi, t'es scorpion, ouais, à mon avis, t'es scorpion, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, en tout cas. Ce n'est pas comme ça que les signes astrologiques et encore moins les symbolismes sont nés. Mais alors, justement, il y a un problème logique que je me suis posé, moi, quand je m'intéressais aux origines de l'astrologie, c'est quand on dit les anciens. Les anciens, c'est qui? C'est quand? Les anciens d'il y a 2500 ans, au moment où on crée le zodiaque des signes, est-ce que c'est eux les anciens? Est-ce qu'ils sont moins anciens que les anciens d'il y a 3000 ans ou 4000 ans? Quand on dit les anciens, en fait, on s'adresse à des périodes qui sont très très larges. Les débuts de l'astronomie, je vous l'ai dit, c'est 1500 ans plus tôt. Et en fait, quand ils s'intéressaient au ciel, c'est plutôt les étoiles qui les intéressaient. Et ils utilisaient ce qui les intéressait, c'était de voir, par exemple, quand Jupiter passait juste à côté d'une étoile, qu'est-ce que ça voulait dire? Aujourd'hui, les astrologues, ils ont balancé ça. C'est plus du tout comme ça, l'astrologie. Donc, c'était un intérêt pour le ciel. Les historiens appellent plutôt ça de la divination sidérale. Sidérale, ça renvoie à étoile. Et en fait, oui, c'est la question, quand est-ce que commence ou se termine le moment des anciens? C'est des questions qui sont difficiles. C'est ni absurde ni moqueur. Ce sont des vraies questions d'historiens, si on veut vraiment aborder les choses de façon carrée. Et donc, si on applique cette question, par exemple, aux hommes, simplement, par exemple, de la Mésopotamie à la Grèce, il y a un astrologue, on va l'appeler comme ça, qui s'appelait Bérose, au temps d'Alexandre le Grand, qui est venu s'installer, je crois, dans une île grecque, et on dit qu'il a amené un peu les connaissances mésopotamiennes, ce qui fait qu'il les aurait transmises un peu à la Grèce antique. En fait, il y avait déjà eu des contacts avant, et les historiens ont vraiment remis en cause cette version-là, mais bon, peu importe. Pour vous donner une idée, ce Bérose, qui a été célèbre pendant des milliers d'années, lui, il revendiquait 490 000 ans de relevés d'observations astronomiques en Mésopotamie, notamment chez un peuple qui était qu'on appelait les Chaldéens. Donc on peut se poser des questions sur le sérieux de l'approche de sa discipline. Mais bon, il y en a d'autres, c'est 720 000 ans qui revendiquaient. Et on pense même, c'est ce qu'il disait à l'époque, qu'en Égypte, peut-être que ça faisait 1 440 000 ans qu'ils observaient. Vous voyez que par rapport aux connaissances actuelles, on a de quoi douter un tout petit peu de leurs évaluations, et surtout on se demande bien comment ils évaluaient ça. En fait, entre 1 million d'années d'observation ou 4000, vu les traces qu'on a aujourd'hui, ça c'est plutôt, on est plus proche de 4000, et pour l'astrologie qu'on connaît, c'est plus 2000-2500 ans en fait. Et quelle confiance on peut avoir dans ces personnes? Et ça renvoie à la différence entre la sagesse et la compétence. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être des hommes très intelligents pour leur époque, très charismatiques peut-être, mais de là à produire de la connaissance, c'est autre chose. C'est pas du tout évident. Donc les anciens astrologues sont-ils un mythe? Moi je pense, oui. Je ne pense pas qu'il y ait eu une équipe d'astrologues ou un astrologue qui a inventé l'astrologie. De toute façon, ça se fait sur des siècles entiers. Donc les anciens, par contre, c'est une catégorie de pensée qui permet de dire qu'il y a eu quelqu'un, qu'il y a eu quelque chose avant. Puis quand on se pose la question de l'avant, on se pose la question de l'origine. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas juste une question que notre cerveau pose? Parce qu'il a besoin, pour se représenter le temps, de penser la durée, de penser le début, éventuellement la fin. Mais en fait, quand on observe le monde réel, malheureusement, la nature ne répond pas forcément à nos questions comme ça. Il y a des catégories qu'on impose à la nature. C'est typiquement le paradoxe de l'œuf et de la poule. Qui a existé en premier, l'œuf ou la poule? Donc ça a été un paradoxe longtemps indépassable. Aujourd'hui, on le dépasse. Il suffit juste de se rappeler qu'on n'est pas dans un monde où les espèces sont fixes. C'est-à-dire qu'avant la poule, il y a eu d'autres espèces qui ont donné la poule. Ce qui fait que finalement, avant la poule, il doit y avoir un œuf qui est ni tout à fait poule, ni tout à fait ce qu'il y avait avant. Et donc, normalement, c'est plutôt l'œuf qui prime sur la poule, si on dit que la poule, c'est entre guillemets une vraie poule, une poule telle qu'on la connaît. Tout simplement parce que dans la nature, le début et la fin, ce sont des catégories que notre cerveau lui applique. À mon avis, les anciens astrologues, c'est pareil. Il y a un autre argument que vous pourrez croiser en parlant avec les astrologues, d'ailleurs moi j'en étais vraiment dépendant, c'est qu'il y a de grands esprits qui y ont cru. Alors quand même, quand on en a des grands esprits qui y ont cru, on peut se dire,
Ces gens-là, ils étaient intelligents, ils ont traversé le temps avec l'œuvre qui était la leur, donc il y avait quand même des raisons. Enfin, on retombe dans le « il n'y a pas de fumée sans feu », on est toujours dans les arguments d'autorité. Et quand vous lisez la citation d'Einstein, qui écrit ou qui dit « L'astrologie est une science en soi illuminatrice, j'ai beaucoup appris grâce à elle et lui dois beaucoup », bah, vous commencez à douter, quoi. Les connaissances géophysiques mettent en relief le pouvoir des étoiles et des planètes sur le destin terrestre. À son tour, en un certain sens, l'astrologie le renforce. C'est pourquoi c'est une espèce d'élixir de vie pour l'humanité. Et là, quand vous êtes sceptique, vous tombez par terre. Vous dites Albert, Einstein, quoi ? Donc c'est bien, tu ne t'es pas évanoui hier, bravo. Et là, ça va encore ? Bon. Et donc, il y a vous vous rappelez, vous avez sûrement vu ça passer sur Internet. Déjà en 1936, Albert Einstein disait « Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet ». Il faut être vraiment conscient de ça. Autrement dit, il faut vraiment faire gaffe aux citations dont on n'a pas les sources. Et avec Einstein, c'est bien le problème. Il y a un sceptique, justement, que vraiment cette citation énervait, parce qu'il l'a trouvée dans différents livres d'astrologie, et il a essayé de remonter à la source, de voir d'où elle venait. Si c'est bien d'Einstein, pourquoi pas, hein. Le problème après, c'est d'expliquer pourquoi il l'a dit, mais pourquoi pas. Quand on est sceptique, il ne faut pas dire non. On sait bien que, normalement, non, mais il faut aller vérifier. Et donc, il est remonté, et la source qu'il a réussi à trouver, c'est à peu près 10 ans après la mort d'Einstein. Donc, ce n'est pas lui qui le dit ou qui l'écrit quelque part. C'est déjà un témoignage plus ou moins rapporté. Et si ça se trouve, c'est même pas un témoignage, c'est quelqu'un, un astrologue en plus, qui parle d'Einstein et qui dit une phrase qui n'est pas exactement celle-là. Et en fait, la phrase a été brodée et puis elle apparaît, boum, comme ça, un jour dans un bouquin. Donc pour l'instant, on n'a pas la preuve que Einstein a dit ça. Et un autre argument qui est fort intéressant, c'est qu'il y a des historiens des sciences qui sont spécialisés sur Einstein. Et comme tous les grands savants, pendant des générations, les gens récupèrent tous les textes des grands savants, que ce soit les textes officiels, les livres, que ce soit les cours qu'ils ont donnés, que ce soit leur correspondance. L'examen des correspondances, c'est passionnant. Quand les gens écrivent à leurs collègues, à leurs amis, à leur famille, en fait, on réunit tout ça. Et il se trouve que l'astrologie, c'est zéro. Ils n'en parlent jamais. Jamais, ni pour en dire du bien, ni pour en dire du mal. Alors quand on cherche bien, il y a 2 fois où il emploie le mot, mais premièrement, c'est pour la critiquer, et sinon, c'est juste au détour comme ça d'une conversation. Donc en fait, cette citation, si vous la croisez, normalement, elle n'existe pas. D'ailleurs, Denis Hamel, qui aujourd'hui est décédé, avait contacté les astrologues qui donnaient cette citation dans leurs livres, et la plupart ont arrêté de mettre cette citation, sauf Madame Elisabeth Tessier, qui est donc une astrologue qui a passé une thèse de sociologie très controversée, qui a fait vraiment du bruit en 2001 quand elle est sortie, parce qu'elle a été très, très, très critiquée. Et j'ai envie de dire à juste titre, puisque moi, j'étais encore chez les astrologues à l'époque, et je l'ai lu, et c'était assez insupportable, et aucun astrologue ne l'a soutenue. Elle était vraiment toute seule dans son coin. Et cette citation ouvre la thèse. Donc c'est pour vous dire à quel point pour elle c'est important, et à quel point, à mon avis, elle est victime des arguments d'autorité, etc. Et pourquoi elle continue d'utiliser, je ne sais pas. Ensuite, les grands esprits y ont cru, il faut faire attention aux noms qu'on vous donne. Et ce n'est pas évident de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Par exemple, Newton, qui a pratiqué l'astrologie, souvent on cite Newton, non plus. Newton n'a pas pratiqué l'astrologie. Et justement, il y a des historiens des sciences qui se sont intéressés à ça, parce que si Newton croyait en l'astrologie, c'est super intéressant. Il a travaillé sur l'astronomie. Donc, pareil, on a des milliers de pages de Newton, et donc l'astrologie dedans, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques dizaines d'années qui s'appelait La Malle de Newton. C'est-à-dire qu'il y avait des livres, Newton c'était quand même un grand savant, sérieux et tout, et donc il y avait des livres dans sa bibliothèque qui n'étaient pas très politiquement corrects. Et donc ses héritiers, je crois, les avaient rassemblés dans une malle qui était fermée dans un coin. Et donc, c'était discret. Et puis quand même, on l'a ouverte évidemment, et puis dedans, il y avait plein de livres, notamment d'alchimie. Et donc, voilà, Newton s'est intéressé à des sujets bizarres, mais quand on est historien des sciences, c'est intéressant. Ça nous intéresse, que ça nous aide à comprendre comment il a vécu et pensé, et comment il a découvert des choses. Et quand moi j'ai croisé des astrologues qui disaient oui, mais Newton il a pratiqué l'astrologie, mais on ne veut pas le dire parce que quand même ça ferait pas bien. Mais non, Newton a passé sa vie à faire de l'alchimie, à essayer de, on ne sait pas, trouver la pierre philosophale ou quelque chose comme ça. Et oui, on le sait. Et justement, on est sérieux, on intègre ça. Et il faut rendre compte de Newton dans son temps, dans son contexte.
Pour l'astrologie, je ne sais plus, j'ai fait une chronique radio là-dessus, je crois qu'il avait 1800 livres dans sa bibliothèque. Il y a 0,5% des livres qui étaient sur l'astrologie. Il n'y a rien en fait. L'alchimie, je ne sais plus, je crois que c'était entre 10 et 20% des livres. Voilà, donc il y avait vraiment du contenu. L'alchimie, il l'a pratiqué, il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Il y a des historiens qui travaillent dessus, c'est super intéressant. Et en fait, on a une source, c'est que c'est son gendre, je crois, qui, voyant Newton être malade et pas très loin de la mort, pendant les derniers mois, en fait, a enregistré d'une certaine manière de nombreux entretiens avec lui. Il allait lui poser plein de questions sur sa vie, sur des sujets sur lesquels il ne s'était jamais exprimé, ni dans ses livres, ni dans ses interventions. Et notamment, à un moment, il lui a posé la question de l'astrologie. Et Newton a dit que oui, il s'était intéressé à l'astrologie. Alors, ce n'est pas le contraire de ce que je viens de vous dire, vous allez voir. Il s'y est intéressé quand il était étudiant, au tout début. Et donc, il a acheté un livre d'astrologie et il n'a rien compris. Et il ne comprenait pas parce qu'il y a beaucoup de maths dans les livres d'astrologie, c'est très technique. Aujourd'hui, on a des logiciels, on ne voit plus ça, mais en fait, quand on le faisait à la main, ce n'est pas évident. Et donc, c'est aussi un peu pour ça qu'il s'est mis aux mathématiques, pour essayer de comprendre ce bouquin d'astrologie. Et c'est Newton qui le raconte ça. Et il explique qu'en fait, une fois qu'il a appris les maths, puis on voit ce qu'il a fait derrière, il a repris ce livre. Et là, comme il connaissait les maths, il a vu ce qui était dans ce bouquin, et il en a conclu que c'était n'importe quoi. Donc ça explique pourquoi il y a très peu de livres d'astrologie, pourquoi il y en a quand même dans sa bibliothèque. Après, il y a peut-être des gens qui lui en ont envoyé, qui lui en ont offert, mais en tout cas, l'astrologie, non, Newton, c'est pas un des grands esprits qui s'y est intéressé. Ensuite, il y a d'autres noms, comme quand on connaît un peu l'histoire de l'astronomie, Tycho Brahe et Kepler, où on dit qu'ils ont été astrologues, qu'ils ont cru en l'astrologie. Alors, il y a des sceptiques qui vous disent non, c'est pas vrai. D'abord, quand on était astronome impérial ou à la cour, souvent c'était dans la fiche de poste, c'est-à-dire qu'il fallait faire des prédictions astrologiques, notamment annuelles. Donc de toute façon, même s'ils n'y croyaient pas, il fallait quand même qu'ils le fassent. Et donc il fallait aussi qu'il s'occupe du roi, ou de l'empereur, qu'il lui fasse ses consultations, probablement autour. Et puis Kepler avait expliqué aussi qu'en termes de financement, l'astronomie, ça ne rapportait pas beaucoup. Donc un petit peu d'astrologie, ça permet de financer tout ça. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Par exemple, le cas Kepler, y en a qui écrivent qu'il a fait ça pour l'argent, qu'il a fait ça parce que c'est dans ses fonctions. Mais en fait, non, lui, il y croyait vraiment. Par exemple, en 1601, là, il vient de récupérer le poste parce que Tycho Brahe est mort. Et on lui demande, on est en fin d'année, il faut produire des prédictions pour l'année 1602. Et il n'a pas envie. Parce que franchement, il n'aime pas ça. Bien qu'il croit en l'astrologie. Et donc, c'est ce qu'il écrit dans le petit traité. Il dit, comme je n'ai pas le choix, je m'y mets, mais franchement, ça va être comme d'habitude. Les astrologues vont prévoir des milliers de choses différentes. Dans le tas, il y en a 3-4 qui vont être justes. On va se rappeler des 3-4, on va oublier les 990 autres, etc. Et il est hyper critique. Et puis, il commence. Et en fait, dans ses prédictions, il essaye de trouver des fondements physiques. En disant, mais pourquoi ça marche quand même l'astrologie ? Parce qu'il y a de la mauvaise astrologie, mais il y a de la bonne. Et on voit qu'il essaye de trouver des explications. Bon, ça, on ne les gardera pas parce que c'est trop simple, mais en tout cas, il a essayé. Et puis, Kepler, quand on renvoie à Kepler, Kepler a bouleversé l'histoire de l'astronomie en montrant que les planètes tournaient sur des ellipses autour du Soleil et en donnant une équation pour faire des calculs. Mais en même temps, il a aussi écrit des bêtises. On est au début du XVIIe siècle, c'est très difficile, on est au début de la nouvelle science, on va dire ça comme ça. Et donc même si c'est Kepler qui a cru en l'astrologie, ça ne veut pas dire que l'astrologie est vraie. Et puis surtout, il ne faut pas oublier ça, j'ai interpellé Elisabeth Tessier là-dessus récemment, mais Kepler rejetait à peu près tout de l'astrologie. Parce que souvent, les astrologues, ils ne sont pas satisfaits, il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Alors chacun fait son tri, chacun monte un peu sa propre astrologie. Et Kepler, lui, rejetait notamment les signes astrologiques. Pour lui, il disait c'est des inventions, c'est des conventions, moi je ne m'en sers pas. Et il ne gardait que les angles. Et il y en a d'autres, ils gardent que les signes, et puis il y en a d'autres, ils gardent qu'autre chose. Donc finalement, c'est compliqué. On peut avoir cru en l'astrologie et avoir été très très critique aussi. Et puis, d'accord, de grands esprits y ont cru. Mais il y a des grands esprits qui n'y ont pas cru. Il ne faut pas l'oublier non plus quand on vous donne ce genre d'arguments, et notamment Newton par exemple, on peut même maintenant l'opposer. Et ça devient, c'est juste de la rhétorique, mais Kepler quand même, il a cru en astrologie. Ouais, mais Newton, il n'a pas cru en astrologie. Alors Kepler ou Newton ? On vote non. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. Donc il y a beaucoup de grands esprits qui n'y ont pas cru, et bien plus de grands esprits qui n'y ont pas cru finalement. Parce que quand vous entendez les astrologues faire la liste des grands esprits, ils vont vous en donner une dizaine ou une vingtaine.
c'est des milliers de grands esprits qu'il y a eu, et bien plus depuis des siècles. Donc la majorité, en fait, n'y ont pas cru. C'était plutôt des exceptions. Et puis, quand on avance dans le temps, on se rend compte que plus on avance, et plus ce sont plutôt des littéraires qui vont croire en l'astrologie. Ce qu'on appelle la révolution copernicienne, à partir du XVIIe siècle, où on comprend que c'est le Soleil qui est au centre du monde et pas la Terre. Donc l'astrologie ne représente plus le système du monde. On va rentrer vraiment dans les mathématiques. Les mathématiques deviennent applicables au ciel vraiment par le biais de la physique. Et ça va prendre un certain temps. Et on va, en découvrant ces lois de la physique, pouvoir commencer à calculer des choses et montrer que on ne rend pas compte de ce qu'est l'astrologie. L'histoire des 12 signes astrologiques, il n'y a aucune justification qu'il y ait 12 signes astrologiques. Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 19? Plus, moins? Il n'y a pas de justification pour ça. Et même physiquement, on n'arrive pas à voir pourquoi il y aurait 12 signes. À partir du XVIIe siècle aussi, on commence à comprendre les lois du hasard. Comprendre qu'on peut avoir des succès juste par hasard. Et encore mieux, qu'on peut commencer à modéliser ça. Alors là, on est à l'opposé de la logique de l'astrologie qui cherche des correspondances tout le temps entre le ciel et la terre. Il n'y aurait pas de hasard. Et plus on avance et plus les gens qui maîtrisent les questions du hasard vont avoir des raisons de ne pas croire en l'astrologie. Après, on met en place petit à petit la notion d'expérimentation scientifique, comment on teste des choses. Avant, on testait un petit peu comme on pouvait, mais maintenant, on a vraiment fignolé la chose et ça devient vraiment très, très, très pointu. Et plus on avance, plus on sait comment on expérimente les choses et plus on voit que les astrologues ne fonctionnent pas comme ça. Et donc, les scientifiques ont de plus en plus de mal à croire en l'astrologie. Et la mode en ce moment, c'est depuis la fin du XXe siècle, c'est de s'attaquer à l'astrologie et à d'autres, et à tout en général, par le biais de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est simplement se dire que le cerveau n'est pas armé naturellement pour comprendre ce qu'il observe. Donc lui, ce qu'il sait bien faire, c'est prendre des décisions rapides pour survivre. Parce que le but, quand même, c'est de rester vivant. Et pendant la majorité de notre évolution, c'était vraiment la priorité. Maintenant, on a une société qui n'est pas du tout la même que ce qui existait il y a encore 10 000 ans. Et donc, le problème, c'est qu'on a gardé nos réflexes d'antan. Et l'idée, c'est de dire, imaginez un praticien qui commet une petite erreur dans sa pratique. Volontairement, je ne donne pas d'exemple. Là, j'ai marqué saison, c'est un exemple. En fait, le symbolisme des signes se réfère aux saisons. Puis on verra plus tard que ça ne tient pas la route. Il y a plein de contradictions qui découlent de ça. Mais mettons que la personne y croit. Et donc, elle ne se rend pas compte qu'en fait, ça pose des problèmes. Si ça pose des problèmes, ça amène à des questions qu'elle ne se pose pas. Et donc, elle ne s'en rend pas compte, elle continue. Et jour après jour, elle commet la même erreur. Et il y a tout un pan de questionnement qu'elle ne va pas développer à cause de cette erreur. C'est un peu de la connaissance négative, si vous voulez, la connaissance qu'elle n'a pas. Et avec le temps, on peut envisager que, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, il y a tout un tas de questionnements et de connaissances qu'on n'a pas, qu'on n'oppose pas à une discipline, ou à n'importe quoi d'ailleurs, et ça crée un biais. C'est pour ça qu'on parle d'un biais cognitif. C'est un peu comme l'angle mort quand vous conduisez. Il y a un endroit que vous ne voyez pas. Si vous ne le savez pas, vous n'en tenez pas compte. Quand vous le savez, vous faites gaffe. Et donc, les biais cognitifs, quand on cherche les petites erreurs dans l'astrologie, comme je le fais, il y en a plein. Et ça peut vraiment expliquer pourquoi, en fait, il y a des pratiques qui existent alors qu'elles ne devraient pas. Et c'est passionnant. Et quand on connaît tout ça, et qu'on parle avec un astrologue, on se rend compte que lui ne tient pas compte de plein de questionnements, aujourd'hui qu'on dit scientifique. Et quand on dit scientifique, ce n'est pas juste des maths et de la physique, c'est vraiment tout un tas de connaissances dans tous les domaines. Et donc, les grands esprits, il y en a vraiment quasiment plus aujourd'hui. C'est plus des exceptions à la règle. Donc, voilà, je vous ai parlé un petit peu de quelques arguments d'autorité. Si on continue dans l'ancienneté, je vais vous en donner d'autres que les astrologues emploient, que j'ai employés moi. Et en fait, moi, je trouve super intéressant d'analyser ça et de se rendre compte qu'on peut démonter les choses et en tirer d'autres conclusions. Alors, pour aller très vite, je ne vais pas faire du tout ce que j'ai fait hier. Comment marche l'astrologie sur le plan technique concrètement? On s'intéresse au mouvement des planètes, au mouvement du Soleil et de la Lune. Et quand on les observe dans le ciel, on se rend compte qu'elles ne peuvent pas être n'importe où. Vous ne verrez jamais Vénus à côté de l'étoile polaire, par exemple.
Alors c'est bien de le savoir, mais pourquoi? C'est un petit peu plus compliqué. Et après, aujourd'hui, maintenant, on sait l'expliquer, mais avant, on était obligé de le constater. Et pour se rendre, essayer de modéliser tout ça, on a essayé de voir où allaient les astres et où ils n'allaient jamais. Et c'est comme ça qu'est née la notion de zodiaque des signes astrologiques. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis là. Non, je ne l'ai pas mis là. Mince, tant pis. En fait, si vous imaginez que le ciel autour de nous, c'est un petit peu comme une grande sphère qui va très très loin, c'est comme ça qu'on s'est représenté le ciel longtemps, on peut imaginer une bande qui traverse le ciel, qui en fait le tour, ce qu'on appelle la bande zodiacale. Et si vous voulez chercher une planète, ou bien le Soleil, ou bien la Lune, vous les trouverez toujours dans cette bande. En tout cas, pour ceux qui sont visibles à l'œil nu, comme dans l'Antiquité. Et donc, la bande zodiacale, c'est ni plus ni moins qu'une zone vue de la Terre, de laquelle ne sortent jamais les astres errants, ceux qui bougent au milieu des étoiles. Et donc, ce zodiaque, cette bande qui fait le tour du ciel, c'est une bande vraiment virtuelle. Elle n'a aucun fondement matériel, physique, c'est arbitraire, c'est parce que c'est comme ça que, vu de la Terre, on peut noter les positions des planètes. Si on parle maintenant des constellations, c'est-à-dire si on tient compte des étoiles, parce que le zodiaque des signes n'en tient pas compte, en fait, cette bande, elle traverse les étoiles, forcément, et ce qu'on appelle les constellations, c'est des choses qui, parfois, ont été inventées même avant les signes. Et donc, les constellations, on les a vraiment balisées en 1930. C'est très, très récent. Auparavant, il n'y avait pas vraiment de limite. Et comme il n'y avait pas de limite, dans les catalogues même des astronomes, il y avait des étoiles qui n'étaient pas dans les bonnes constellations, alors que c'était les mêmes étoiles. Et donc, pour harmoniser tout ça, on a produit un catalogue et après, c'était le même pour tout le monde. Si on projette la bande des signes astrologiques, comme je l'ai fait, sur les constellations qui sont juste à côté ou qui sont derrière, ça donne le schéma qui est représenté là. Donc, la bande zodiacale en noir, et puis les constellations qui sont autour. Pour aller très vite, ce zodiaque qui a été inventé donc 500 ans avant notre ère, c'est un vieil outil, on va dire, de repérage, 2500 ans, c'était quand même très pratique pour observer tout ça. Mais il se trouve qu'on a découvert des nouvelles planètes depuis, et donc au XVIIIe siècle, on a découvert Uranus, au XIXe, on a découvert Neptune. Alors celle-là, pas de problème, parce qu'elle reste toujours très proche de la ligne là, qui est au milieu. La ligne qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle la ligne écliptique. C'est la ligne que le Soleil parcourt toute l'année. Donc pour elle, pas de souci. Et puis en 1930, on a trouvé un astre qui s'appelle Pluton, qu'on a appelé Pluton, et qui jusqu'en 2006 était considéré comme une planète comme les autres. Et si on regarde où est Pluton, où passe Pluton, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai représenté une orbite de Pluton dans les constellations et donc dans les signes. Pluton met 248 ans pour faire le tour du ciel, entre guillemets, du zodiaque et des constellations. Et en fait, si on le suit, voilà, ça fait ça. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que Pluton ne reste pas dans le zodiaque, tel qu'il est défini depuis l'Antiquité, tel que continuent de le définir les astrologues. Donc c'est embêtant ça, parce que c'est censé repérer les positions des astres, en tout cas des planètes, et Pluton, c'est le contraire, elle passe la majorité du temps en dehors du zodiaque. Et des fois, elle rentre dedans. Puis elle repasse du temps dehors, et puis elle passe un petit peu dedans. Et donc ça pose quand même des questions, quoi. Et donc, ça me permet de parler d'un argument maintenant qui est celui justement sur les constellations. C'est-à-dire souvent on dit aux astrologues, mais enfin, vous repérez dans les signes astrologiques, mais vous ne repérez pas dans les constellations. Pourtant, le ciel réel, c'est les constellations. Et les astrologues répondent, mais non, on sait bien qu'il y a des constellations, mais nous, ça fait 2000 ans qu'on interprète dans les signes astrologiques. Et moi, je donnais cet argument-là, parce que c'est vrai, ça fait 2000 ans que l'astronome Ptolémée a proposé, décidé un peu pour tout le monde de repérer les astres dans les signes astrologiques, parce qu'il y avait un décalage qui s'opérait petit à petit avec les constellations, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais l'idée, c'est ça. Donc, comme il le savait, il y a un moment, ça faisait 300 ans qu'on l'avait découvert, le décalage devenait important, donc il a fallu choisir. Et il a dit, on va faire ça dans les signes, parce que les signes, ils sont liés aux saisons, donc c'est quand même plus proche de la nature, plus proche de ce qu'est l'homme, etc., des rythmes naturels. Ce choix est très critiquable, mais bon, et il faut le critiquer, c'est pas le problème. Mais en tout cas, il a été fait il y a très longtemps, et les astrologues, petit à petit, ils sont restés fidèles. Et donc, est-ce qu'on peut interroger, parce que c'est assez évident comme réponse, et ça, je vous propose de questionner l'évidence de la tradition des signes. Parce que c'est vrai, ça fait donc, en fait, c'était au IIe siècle de notre ère, ça fait 1800 ans à peu près, que les astrologues repèrent les astres dans les signes. Et donc, est-ce que ça les a franchis?
Et en fait, les signes astrologiques, aujourd'hui, ce sont des piliers de l'astrologie. Alors en fait, si on veut être précis, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une minorité d'astrologues qui ont rompu avec les signes astrologiques, qui essayent de repérer dans les constellations. Et puis il y en a d'autres qui repèrent ni dans les signes ni dans les constellations. Enfin, l'astrologie, il y a plein de courants différents. Mais en tout cas, dans la grande majorité des astrologues, si on leur enlève les signes astrologiques, c'est embêtant parce que c'est vraiment la base, quoi. Et puis ça fait quand même 2500 ans que les signes ont été inventés, si vous vous rappelez, avec le zodiaque. Et là, je vous propose un contre-exemple, parce que quand on commence à se demander depuis quand les astrologues utilisent vraiment les signes dans leurs interprétations, on en arrive à ce genre de constat. Là, par exemple, ce que je vous propose, c'est un article de journal qui fait date pour moi en Angleterre, en fin août 1930. Et c'est un article qui va être publié lorsque naît la princesse Margaret. C'est la petite sœur de la reine Elisabeth, qui est encore au pouvoir aujourd'hui. Et en fait, elle a la mauvaise idée de naître un jeudi soir. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? C'est une mauvaise idée pour les journaux qui paraissent le dimanche. L'actualité aura été traitée le jeudi soir, le vendredi, le samedi, et là, eux, ils arrivent le dimanche. Alors comment est-ce qu'ils peuvent proposer quelque chose d'original ? Et moi, quand je découvre ça, je suis très étonné. Et en fait, il constate un astrologue et il lui propose de parler de la personnalité de la princesse, qui a donc 3-4 jours. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et puis, ils glissent quelques prédictions dans le journal. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait, c'est pour dire qu'en Angleterre, avant, il n'y avait pas d'astrologie dans les journaux. Donc, il n'y avait pas les horoscopes. Et c'est ce bonhomme-là, Naylor, qui va introduire l'astrologie dans les journaux pour des raisons, c'est ubuesque en fait. C'est un chapitre dans mon ouvrage. Et en fait, il va devenir célèbre un petit peu par hasard, par chance, et surtout par erreur. Et en fait, c'est lui qui va rester pendant des années dans ce journal à proposer des rubriques astrologiques. Et il va commencer à proposer des prédictions. Et puis, il va créer vraiment un horoscope des signes tel qu'on le connaît. Donc ça prend des années. Mais donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la carte de naissance de la princesse Margaret. Et dans ce que vous voyez là, il n'y a pas les signes astrologiques. Donc c'est bizarre, ça fait déjà 2000 et quelques années ou 1800 ans que les astrologues interprètent dans les signes. Non, c'est pas du tout évident en fait. Si on reprend les publications avant les années 30, le zodiaque des signes, c'est un truc qui est en train de se mettre en place dans les représentations. Et notamment, ça c'est un exemple. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais quand vous repérez, quand vous montez une carte du ciel, vous avez les signes astrologiques, et je l'ai déjà dit, les maisons astrologiques, c'est ce qui est sur l'ascendant, après l'ascendant. Mais en fait, pendant toute l'histoire de l'astrologie quasiment, on a surtout repéré les choses dans les maisons astrologiques. Repérer les astres. Et donc, ce que vous voyez ici, vous avez bien 12 cases, qui ne sont pas forcément de la même largeur, ça vient de l'image. Et en fait, ce sont donc les maisons astrologiques qui sont là. Et la meilleure preuve, si vous voulez, c'est que par exemple ici, vous avez 2 fois le signe du cancer. Alors que si c'était les signes, il serait une fois et puis c'est tout, quoi. Et donc, l'exemple que je vous donne, c'est pas juste un contre-exemple, c'est pour vous donner une idée. Parce que si on remonte un peu plus loin, en fait, et notamment dans les années 30, quand les signes astrologiques vont commencer à intégrer la presse avec les horoscopes et tout ça, il y a des astrologues, les astrologues installés en Angleterre, qui vont protester, qui vont écrire des choses notamment comme l'un des aspects les plus trompeurs de ces articles de journaux est l'extraordinaire importance donnée à la position du soleil dans les signes, comme s'il n'y avait pas d'autre influence importante à considérer. Alors ça, c'est étonnant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'astrologue qui dirait la même chose. Il y en a, mais c'est vraiment une minorité. Cette affaire du signe solaire est toute récente et n'apparaît dans aucun des travaux anciens sur l'astrologie. Ah bon ? Vous voyez, c'est pas si simple en fait. Leurs auteurs considèrent même qu'elle est l'une des plus petites influences dans le thème de naissance. Vous voyez, on est vraiment à l'opposé de ce qu'est devenu l'astrologie du XXe siècle. Cela voudrait dire que les personnes du même signe ont le même caractère, les mêmes facultés et dispositions. Une idée complètement fausse qui donne une idée erronée de l'astrologie. On pourrait penser à un sceptique qui parle de l'astrologie. Non, c'est un astrologue qui défend l'astrologie. Parce qu'à l'époque, les signes astrologiques, c'est pas évident. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire, toute l'histoire de l'astrologie des signes astrologiques, c'est l'astrologie du XXe siècle. Et ça, c'est un petit peu gênant dans les argumentations, en fait. Et pourquoi les signes, c'était pas aussi important avant ? Ça, les astrologues, ils n'ont pas vraiment de réponse. Alors, il n'empêche que c'est vrai, les astrologues repéraient les astres dans les signes astrologiques.
Mais la petite nuance, c'est que eux, quand ils montaient une carte de naissance, ça ressemblait à ça. Parce que c'était compliqué, je pense, de tout repérer, de représenter. Et ça, ça représente ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Ici, vous avez le thème de naissance de Kepler, l'astronome Kepler, fait par lui-même. Et ici, c'est la même chose si on le représentait aujourd'hui. Donc avec les signes astrologiques de ce côté-là. Et donc, et finalement, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut conclure ? Il y a une toute petite nuance qui est juste fondamentale, c'est qu'en fait, les astrologues repéraient dans les signes pour positionner les astres, mais l'interprétation dans les signes, c'était quelque chose justement qui était un petit peu marginal. Et c'est vraiment au XXe siècle qu'on a donné de l'importance à l'interprétation dans les signes. Et l'erreur, c'est de dire, ça fait 2000 ans qu'on interprète dans les signes. En fait, non, ça fait 2000 ans qu'on repère les positions, mais les interprétations se faisaient sur autre chose. Et ça fait même pas 100 ans qu'on repère vraiment dans les signes, qu'on interprète vraiment dans les signes. Donc c'est pour dire, vous voyez, l'argument que j'ai développé au début, comme quoi ça fait 2000 ans qu'on interprète dans les signes, non, c'est pas si simple. Et ça, c'est vraiment des questions, comme j'ai envie de dire, je sais pas, d'historien. Enfin, c'est vraiment, là, on est dans l'exigence, on veut être précis dans les termes. Parce que si on n'est pas précis, ça fait 2000 ans qu'on interprète et donc on défend les signes comme ça. Non, c'est plus compliqué que ça. L'astrologie des signes, c'est l'astrologie du XXe siècle. Donc on repérait dans les signes, mais on n'interprétait pas dans les signes. Et en fait, interpréter dans les signes, c'est pas une tradition. Il y en a qui l'ont fait avant, mais c'était vraiment marginal, c'était comme ça, quoi. Donc, je vais peut-être faire une pause ici. C'est déjà 3h15 de toute façon. Et est-ce que vous avez déjà quelques questions par rapport, en tout cas, sur l'histoire, l'origine, les choses qu'on vient d'aborder ? Et puis sinon, moi, je continue après. Donc moi, je connais vraiment pas grand-chose à ça, mais j'ai vu le signe du chat. Et pourquoi, du coup, on ne le considère pas parmi les signes ? Je ne sais pas si vous avez entendu la question. La question, c'était, des fois, on parle du signe du chat. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le chat dans le zodiaque des signes, en fait ? Le chat, c'est on va dire un signe astrologique, mais chinois. Et donc, ça fait partie des grandes contradictions de l'astrologie, c'est qu'il y a différentes astrologies dans le monde. Et l'astrologie chinoise, c'est autre chose. Et en plus, c'est encore plus terrible que ça, c'est que je connais pas d'ailleurs l'astrologie chinoise, on va dire ça, mais en fait, les signes du zodiaque chinois tels qu'on les représente, c'est une grande différence avec l'astrologie, c'est que l'astrologie, c'est vraiment un repérage sur le ciel, alors que le chat, ce n'est pas une zone du ciel, c'est une année. Quand on définit les signes, dans les journaux, il suffit de connaître son année de naissance et on trouve son signe. Et en fait, c'est calendaire, c'est juste un moment du temps. Donc, c'est pas la même chose. On appelle ça astrologie. Il y a quand même une astrologie chinoise, mais elle est un peu différente. Et puis, mais ça fait partie des grandes contradictions de l'astrologie. Il y a une astrologie en Inde qui est complètement différente, par exemple. Et puis, en fait, quand on rentre dans le détail, en France, il y a plein d'astrologies différentes. Donc, cette question, en fait, elle peut être déclinée vraiment à l'infini quasiment. Il y a plein de choses qu'on ne va pas retrouver chez les uns, qu'on va trouver chez les autres, etc. Et ça fait partie notamment des grands problèmes de l'astrologie. Les astrologues n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Sinon, il y aurait déjà une théorie de l'astrologie, un ordre des astrologues. Ils seraient d'accord sur leur profession, les fondements, les pratiques, les machins, mais ils n'y arrivent pas. Quelqu'un a une autre question là-bas ? Oui, bonjour et merci. Non, juste pour noter que moi j'avais entendu parler un 13e signe Scorpion Sagittaire, je sais pas trop quoi, et oui, en effet, rien n'est clair et tout est. Alors de toute façon oui, mais ça je vais en parler juste après. Ah, d'accord. Voilà. Un autre argument qu'on utilise contre l'astrologie, c'est de dire, mais franchement, l'astrologie, c'est stéréotypé. C'est d'autant plus stéréotypé qu'il y a 12 signes. Donc, il y a 12 types de personnalités. Franchement, il faut être un peu débile pour penser qu'il y a 12 types d'êtres humains. C'est juste n'importe quoi. Enfin, ça, c'est un argument contre l'astrologie. Moi, quand j'étais astrologue, ça me mettait hors de moi d'entendre ça. Parce que oui, on n'est pas débile, on sait bien qu'il n'y a pas 12 personnalités différentes. Et pourquoi est-ce que je pensais ça ? Parce que quand on dit ça, clairement, on accuse les astrologues d'être ignorants, bêtes, méchants,
malhonnêtes, donc des charlatans, quoi. Enfin, c'est trop évident que c'est pas possible. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Hein. On va voir pourquoi. En fait, l'astrologie, bien sûr, il y a une astrologie des 12 signes, mais ça, c'est l'astrologie des horoscopes. Dans les horoscopes, on vous fait des prédictions pour les 12 signes. La question en amont, c'est pourquoi il y a des astrologues qui font ça, premièrement, et deuxièmement, plutôt, pourquoi il n'y a pas plus d'astrologues qui protestent contre les horoscopes. En fait, ils laissent faire. Donc ça, moi, quand j'y étais, on essayait de protester, mais les journalistes, en général, ne prenaient pas l'info, ils n'en faisaient rien, on ne pouvait pas arriver à en parler. Et puis deux, si on laisse les horoscopes, c'est quand même bien, parce que ça fait quand même une publicité quotidienne. Si on les interdisait, par exemple, qui entendrait parler de l'astrologie? Alors que là, on en parle un peu tous les jours, on l'entend à la radio, etc. Moi, je pense qu'il y a des raisons pour qu'ils ne la critiquent pas. Il n'empêche que, quand on est astrologue, et qu'on fait une consultation, donc avec une personne réelle en face de soi, eh ben, les cartes qu'on utilise, elles ressemblent beaucoup plus à celles-ci. Donc pareil, je n'ai pas le temps du tout de rentrer dans les détails, mais vous voyez que on a les 12 signes astrologiques qui sont là, et puis ce qu'on appelle les maisons astrologiques, alors j'ai représenté ça avec une deuxième roue, mais ce n'est pas tout à fait une deuxième roue, et dedans on voit qu'il y a la Lune, le Soleil, Mercure, etc. Et en plus, quand l'astrologue veut faire des interprétations pour une date donnée, il ramène encore d'autres positions. Enfin, c'est super compliqué. Et en plus, c'est compliqué quand on ne connaît pas. Quand on connaît, ce n'est pas très compliqué. Et en plus, on peut monter des cartes différentes pour poser des questions différentes, des interprétations différentes. Quand on monte un horoscope de presse, je me rends compte qu'il manque un peu la droite de l'écran, mais ce n'est pas grave, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que cette carte-là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé tout ce qu'on ne peut pas utiliser dans un horoscope de presse avec la même date de naissance, et il reste ça. Donc, quand on est astrologue et qu'on pratique l'astrologie en consultation, on est nombreux, parce que je ne peux pas dire qu'on est tous comme ça, puisqu'il y en a qui font ça quand même. On est nombreux à se dire, mais c'est insupportable les horoscopes de presse, c'est une caricature de ce qu'on fait en consultation. Et franchement, moi, l'argument, je le comprends tout à fait. Hein. Après, le problème, c'est quand on commence à dire qu'il y a une bonne astrologie et une mauvaise astrologie. Alors, une vraie astrologie, une fausse astrologie. Là c'est autre chose. Maintenant que je suis sceptique, effectivement, là, je ne peux plus aller jusque-là. Mais en tout cas, voilà, quand j'étais astrologue, en tout cas, moi, ça me vraiment rendait fou de voir ça. Et pourquoi, si maintenant on essaie de quantifier ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que, en fait, on peut connaître les positions des astres dans le ciel, mais il n'y en a qu'une qu'on connaît très facilement, c'est la position du Soleil dans le temps. Pourquoi ? Parce que c'est le Soleil qui fonde le calendrier. Donc c'est facile de savoir où est le Soleil à telle date, puisque c'est lui qui définit la date. Mais tous les autres astres ne sont pas réglés sur le calendrier. Donc quand on commet un horoscope, j'ai envie de dire, on garde juste la position du Soleil et on dit tous les gens qui sont nés à telle date, et puis parce que le Soleil était là au moment où ils sont nés. Mais si on prend les autres astres, c'est beaucoup plus complexe. En fait, si on prend un astre, on peut le repérer dans un signe. Il y en a 12. Il va être aussi dans une maison. Il y en a encore 12. C'est pour ça qu'on vous dit le signe et l'ascendant, ça fait 12 x 12, 144 possibilités, et pas 12. Mais en fait, si vous prenez Mars, elle peut être dans n'importe quel signe. Jupiter, Uranus, Neptune, j'ai oublié Saturne. Et puis Mercure et Vénus, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est encore x3 et x5 combinaisons possibles. En plus, il y a des angles qui peuvent se faire entre les planètes qui sont encore différents. En fait, on arrive à des milliers de milliards de cartes astrologiques différentes. Et réellement, moi, c'est comme ça que je répondais à l'argument, en disant, mais attendez, l'astrologie, c'est beaucoup plus subtil, c'est plus profond, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Et ce qui est vrai. Hein. Donc, si on rajoute encore Uranus, Neptune, Pluton et plein d'autres paramètres, on a des milliards de cartes différentes. Donc, vous voyez, l'astrologie est stéréotypée, c'est pas un bon argument. Mais alors, moi, je vous dis ça, et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Est-ce que donc il y aurait une astrologie bidon et une astrologie sérieuse ? En fait, si je vous raconte ça, c'est pas pour défendre l'astrologie. Hein. C'est pour vous dire que moi, j'ai évolué dans mes réponses, parce que je répondais vraiment comme ça quand on me donnait l'argument, ce qui est assez convaincant. Mais en fait, je dis rien sur l'astrologie. Finalement, je dis juste qu'elle est plus complexe, mais c'est pas pour ça qu'elle est vraie. Hein. Et en fait, voilà. Est-ce que l'astrologie est sauvée ? Pas vraiment. Pourquoi ? Maintenant que j'ai un regard plus objectif sur le sujet, j'ai envie de vous dire, mais en fait, les cartes astrologiques, elles devraient être bien plus complexes encore que ce qu'elles sont là. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, si
on représente une carte du ciel, comme l'a fait quelqu'un qui s'appelle Patrice Guinard, qui est docteur en philosophie, qui est astrologue aussi. Et en fait, lui, il s'est dit, mais en fait, les astrologues, ils ont introduit plein de nouveaux paramètres dans l'histoire de l'astrologie, et puis des astres un petit peu fictifs. Et si on utilisait tout ce que les uns et les autres ont défendu, et qu'on les mettait dans une carte, ben, ça donne un truc comme ça. Pourquoi les astrologues n'utilisent que certains paramètres plutôt que d'autres et plutôt que tous? Parce que si on leur demande de dire pourquoi, ben, mis à part que ça marche pour eux, il n'y a pas d'argument, en fait, il n'y a pas de raison. Et puis ça voudrait dire que les astrologues d'avant étaient moins bons, alors qu'en fait, ben, il y a une tradition, donc au contraire. Donc c'est pas simple. Mais évidemment, hein, si on met tout dans la même carte, vous voyez bien que c'est ingérable. Et pourtant, enfin, je veux dire, il faudrait qu'ils fassent le tri, mais qu'ils disent pourquoi ils font le tri. Et puis surtout qu'ils se mettent d'accord. Et c'est ça le plus difficile. Et donc, ben maintenant, moi, le regard que j'ai sur l'astrologie, pour vous dire en plus, parce que c'est encore plus compliqué que ça, c'est que, par exemple, j'ai pris au hasard le signe du taureau. Ah, c'est pas le hasard, mais j'ai pris le signe du taureau. Et en fait, le taureau, juste pour vous dire, en plus de tout ça, si un astre est dans le signe du taureau, on peut l'interpréter donc comme le symbolisme du signe du taureau. Mais il se trouve que le taureau, c'est un signe de terre, parce qu'il y a des familles de signes. Donc, ça va rajouter quelque chose à l'interprétation. Mais il y a un autre classement qui en fait un signe fixe. Donc ça rajoute encore des interprétations possibles. Et il y a un autre classement qui en fait un signe féminin, ce qui rajoute encore des interprétations. Et vous voyez, il y a une infinité d'interprétations. Et ce qui est génial pour moi, c'est le côté arbitraire des classements, hein, c'est que le taureau comme signe féminin, je ne sais pas si ça vous parle, mais en termes de symbolisme, c'est moyen, quoi. Mais c'est pas grave, on fait avec en astrologie. Alors que le taureau, ça devrait être masculin, quoi. Et en plus, les astrologues, quand ils donnent des consultations, ils montent encore d'autres cartes astrologiques différentes. Donc, c'est encore plus compliqué. Et finalement, pour moi, il y a un nombre infini, entre guillemets, d'interprétations possibles. Alors, comment il fait l'astrologue? Parce que quand l'astrologue interprète une carte, il vous dit « je synthétise ». Une bonne analyse de thème, c'est la synthèse de toutes les positions. Ben, c'est juste pas possible, en fait. Et puis, en fait, même si on prend que les cartes que j'ai montrées avant, qui sont plus simples, on ne peut pas tout synthétiser, il y a tellement d'interprétations possibles. Et moi, j'ai compris ça un jour, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, puisqu'il ne peut pas synthétiser, il va choisir les configurations qu'il conserve, et puis il va monter un portrait, hein, ça n'a pas de problème. Et donc, s'il choisit finalement ces configurations, bah, il est plus l'auteur de ces interprétations que l'interprète vraiment du message des astres, parce que l'astrologue est persuadé d'interpréter simplement quelque chose qui le dépasse. Et quand on voit la chose comme ça fait du mal quand on y croit, mais ça change complètement le regard. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, l'un des grands problèmes en astrologie, c'est qu'il n'y a pas de théorie de l'erreur. C'est-à-dire que si les astrologues se trompent, eh ben, ils n'expliquent pas comment ils en tirent des leçons. Ils n'expliquent pas pourquoi ils ont arrêté telle pratique et pourquoi il y en a d'autres qui la continuent. Et dans l'enseignement de l'astrologie, moi je ne suis pas du tout au courant d'une théorie de l'erreur. En ce moment, c'est un peu la mode de l'esprit critique sur YouTube. Il m'est arrivé de recevoir des messages d'étudiants en astrologie qui me disent « Ah, j'ai regardé votre conf, je suis très étonné parce que si on pose des questions comme ça au prof, il se vexe, il se braque, et puis il répond c'est comme ça ». Et je veux dire, les questions qu'on pose, elles sont gênantes, ouais, c'est le problème. Mais une discipline qui se veut universelle, qui est à 2000 et quelques années d'ancienneté, elle doit être exigeante aussi, elle doit être adulte. Donc, malheureusement, il n'y a pas de théorie de l'erreur en astrologie et il y a beaucoup de désaccords entre les astrologues. Donc, quelle légitimité garder? Voilà. Moi, j'ai évidemment un avis très négatif maintenant, mais par contre, c'est en me posant des questions contraires à ce que font les astrologues. Donc, finalement, il y a un peu un retournement, hein. En fait, la complexité, ça ne sauve pas l'astrologie. Pour moi, ça la condamne. C'est en fait la source de tous les maux. Il y a tellement plein de choses qu'on peut trouver tout ce qu'on veut. On peut trouver une chose et son contraire si on cherche bien. Donc finalement, c'est très bien pour alimenter des interprétations, des opinions. Quand on a déjà des informations, on peut aller les mettre là-bas dedans. Mais c'est trop complexe. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus chaotique que stéréotypé. Et puis je vous dis, hein, les astrologues divergent. Comme on peut dire un peu tout et n'importe quoi, selon son vécu, selon son courant astrologique, on ne va pas interpréter de la même façon. Peut-être même que d'un jour à l'autre, les mêmes configurations donneront lieu à des interprétations différentes. Et ça, on le voit bien dans le milieu astrologique parce qu'il est complètement anarchique. Il y a des astrologues, je l'ai déjà dit, n'arrivent pas à s'entendre. Alors, ils communiquent, ils débattent des fois,
mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord de toute façon. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un historien qui s'appelle Boucher-Leclerc qui a publié un énorme ouvrage en 1899, ça s'appelle l'Astrologie grecque, et il a lu tous les textes qu'on avait des astrologues grecs, et donc il fait un petit peu de la synthèse, et il montre que c'était déjà le cas à l'époque. En fait, dans toutes les générations, les astrologues ne sont pas d'accord les uns avec les autres. S'il y a une tradition en astrologie, c'est de ne pas être d'accord en fait. Donc les astrologies divergent donc dans le monde. Vous avez posé la question juste avant. En plus, dans le monde, ce n'est pas les mêmes. Et donc, est-ce que c'est bien l'astrologie qui traverse les siècles finalement? Parce qu'il y a tellement de diversité. Moi, je pense plutôt que c'est son système. Parce qu'il est tellement compliqué qu'en fait, on peut y projeter un petit peu ce qu'on veut. Donc, quand on passe d'une civilisation à une autre, le système lui-même, il traverse, c'est de la géométrie. Et puis, en fait, on le regarde avec les nouvelles connaissances, avec la culture. Quand elle passe dans le monde arabe, on la regarde avec les idées du moment. Quand elle revient en Europe, on va la regarder autrement. Avant, on la regardait encore différemment. Le XXe siècle, c'est un peu le siècle de la psychologie, de la psychanalyse. L'astrologie s'est beaucoup inspirée de ça. Elle a renouvelé finalement les astrologies d'antan. Sauf qu'on a toujours l'impression que c'est tellement évident que ça a toujours été comme ça. Et c'est ça l'erreur. En fait, non, l'astrologie du XXe siècle, c'est l'astrologie du XXe siècle, c'est pas la même. On pourra toujours trouver des astrologues avant qui pouvaient dire des choses qu'on dit encore. Mais ils disaient tellement d'autres choses qu'on ne dit plus que c'est complètement différent en fait. Un exemple de zodiaque, là, c'est des différents zodiaques qu'on peut trouver dans l'histoire. Il y en a un qu'on trouve en Égypte, l'autre, c'est dans le monde arabe, je crois. Il y a un zodiaque traditionnel. Puis le zodiaque chinois, est-ce que c'est vraiment un zodiaque? C'est encore autre chose. Donc, en fait, vous voyez, la critique, à mon avis, peut être rénovée dans le sens où on peut rejeter certains arguments, mais sans pour autant défendre l'astrologie. Moi, c'est ce que je fais. Il y a la plupart des arguments, je les ai aussi. Mais par contre, il y en a 2-3 qui me posent problème. Et donc, voilà l'histoire des stéréotypes. Ceux qui utilisent l'astrologie des horoscopes pour partager les gens en 12, oui, ils sont stéréotypés. Les astrologues, en général, c'est un peu plus subtil quand même. Donc c'est bien de varier les approches quand on analyse l'astrologie. Alors, il me reste quelques minutes. Ce que je vais faire, je vais terminer sur quelque chose qui va répondre à la question que vous m'avez posée sur la 13e constellation. Oui, donc dans les débats, souvent, on oppose les signes et les constellations. Les sceptiques viennent dire aux astrologues, mais enfin, il y a des constellations, on connaît très bien ces constellations. Et puis, il y en a plus que 12, alors que le zodiaque des signes, c'est 12 signes astrologiques. Et donc, ça pose des problèmes. Et il y a une grande critique, c'est la critique du serpentaire. Donc, c'est la question que vous posiez. Donc, on va en parler un peu plus juste maintenant. Tout ça, c'est lié à des questions de repérage. Donc c'est vraiment le contenu de la conf que j'ai donné hier, la conférence, où j'ai vraiment passé beaucoup de temps à expliquer comment on repérait les astres, comment les astrologues faisaient, pourquoi ils s'y prennent aussi mal aussi, mais je ne peux pas le développer ici. Donc la question toute simple, je vous ai dit, les planètes, les astres qui sont repérés par les astrologues, en fait, restent toujours dans la bande qui est là, si on prend ça comme une bande qui fait le tour de la Terre. Et donc, si on veut se repérer vraiment en demandant, mais où est un astre ? L'astre, il va être ici. Mettons qu'on prenne cet astre, je veux dire, et qu'on se demande comment on le repère dans le zodiaque. Pour le repérer, c'est comme ce qu'on faisait au collège et au lycée, on utilise une abscisse et une ordonnée. Donc si on se place sur la ligne qui est là, en fait, on va utiliser un nombre qui décrit où elle est, où l'astre est par rapport à cette ligne. Donc ça va être ici, ça va être ce qu'on appelle la longitude. C'est le même repérage que sur la Terre, longitude et latitude. Et si on regarde de combien il est éloigné de cette ligne, ça va être la latitude. Donc pour ça, il faut un point de départ. Le point de départ, c'est ce qu'on appelle le point vernal. Donc on va dire que c'est le début du signe du Bélier, ce qui est arbitraire. On pourrait commencer n'importe où ailleurs. On a choisi de commencer là. Et donc, si je prends un astre qui est situé, on va dire, à 25 degrés, j'en dis pas plus, ça n'a rien à voir avec le nombre qui est là, ça c'est autre chose. Ça veut dire que si je pars du début du signe du Bélier, étant donné qu'on a un cercle qui est à 360 degrés, chose que je n'ai pas dite hier, et donc si c'est à 25 degrés, on part de zéro, et puis comme un signe, ça fait 30 degrés, on va dire, de long, ça veut dire qu'on est à peu près par là. Et puis après, il est en dessus, donc il va être, on dit, au nord de la ligne écliptique. Et là, il est de combien étant donné que la largeur, c'est 8,5 degrés, on va dire qu'il est à peu près à 7,5-8 degrés. Si on veut repérer un astre, normalement, on fait comme ça. Si on dit qu'il est à, 52 degrés,
en longitude, ça veut dire qu'on part d'ici, on fait 30 degrés plus 22 pour arriver à 52, et ça veut dire qu'il sera par là. Et en fait, en allant de 0 à 360, on repère tous les astres en longueur. Et donc, au lieu de dire ça, on dit, au lieu de dire il est à 50 degrés, on dit il est dans le taureau, dans le signe du taureau. Et puis, s'il est à, 190 degrés, 6 x 3, 18, donc on compte 6 signes, il va être dans le 7e. J'ai dit 198, donc on rajoute 18 degrés et il sera à 18 degrés de la balance. C'est juste ça, le repérage dans les zodiaques de l'astrologie. Et donc, si je vous explique ça, c'est pour en arriver à l'histoire des signes et des constellations. Il y a un argument, donc sceptique, qui reproche aux astrologues d'oublier une constellation. Et effectivement, si on suit la trajectoire du Soleil dans le ciel, donc la ligne écliptique, on se rend compte que la ligne, en fait, elle vient de là, elle était dans la Balance, elle passe dans le Scorpion, elle va dans le Serpentaire et elle continue après dans le Sagittaire, et la même chose que pour les signes astrologiques. Et donc, il y a un problème, c'est que le Soleil passe dans la constellation du Serpentaire. Or, dans les 12 signes astrologiques, il n'y a pas de Serpentaire. Alors ça, c'est un reproche qu'on fait souvent aux astrologues, et donc on leur dit, vous avez oublié une constellation. Alors, pour aller très vite, ça revient à poser la question, est-ce qu'il y a 12 signes ou est-ce qu'il y a 13 constellations? Quel est le vrai repérage? Est-ce que on est dans l'un, on est dans l'autre? Et en fait, la question, c'est est-ce que les astrologues oublient un signe? Il y aurait peut-être un 13e signe, normalement. Et ça, vous le voyez des fois dans des articles de journaux. Il y a même des astrologues qui s'amusent à mettre un 13e signe. C'est eux qui décident, on ne sait pas pourquoi. Et donc, la question, c'est la question des repérages. Moi, je vous ai dit, pour se repérer dans le ciel, en fait, vous vous repérez en longueur, ce qu'on appelle la longitude, et vous vous repérez en fait en largeur, c'est ce qu'on appelle la latitude. Et donc, le zodiaque des signes, c'est 12 signes. C'est très très simple pour se repérer. Le zodiaque a été créé par des astronomes en fait, et pas des astrologues, pour pouvoir repérer les astres. Donc, quand on est ici, vous voyez, quand on est en dessus ou devant la constellation du Serpentaire, en fait, on est dans le signe du Sagittaire. Donc ça, c'est pour déjà bien marquer le fait qu'une constellation et un signe, c'est deux choses différentes. Donc quand on dit est-ce qu'il y a un 13e signe ou il manque une constellation, on ne parle juste pas de la même chose. Donc il faut faire attention avec cette critique-là. Et pour donner une meilleure idée, c'est que s'il manquait une constellation, c'est simple, il suffit de prendre un logiciel simple qui s'appelle le Stellarium. Vous pouvez simuler les déplacements des astres. Si vous suivez les mouvements de la Lune, à peu près chaque mois, la Lune, là on la voit, elle passe dans la constellation d'Orion. Donc s'il manque une constellation, le Serpentaire à l'astrologie, est-ce qu'il manque la constellation d'Orion aux sceptiques? Parce qu'ils n'en parlent pas de la constellation d'Orion dans leur zodiaque de 13 constellations, il n'y a pas Orion. Et en fait, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il y a, c'est que quand on reproche ces choses-là aux astrologues, on réduit le zodiaque à 13 constellations pour repérer la position du Soleil. Mais quand on pratique l'astrologie, on a besoin de repérer la Lune, Mercure, Vénus, etc. Et le problème, c'est que les planètes et la Lune, pas le Soleil, mais et la Lune, traversent un plus grand nombre de constellations. Mais quand Ptolémée a décidé de repérer dans les signes, il le savait, ça, c'est pas la question, c'est juste une question de repérage. Donc, est-ce qu'il y a 13 constellations? Il y en a peut-être 14 finalement. Et en fait, c'est pas si simple. Les sceptiques oublient-ils une constellation? Ou même plus. Par exemple, là, je vous ai repéré, ça a l'air très compliqué. En fait, j'ai dessiné les signes astrologiques du Verseau au Gémeaux à peu près, et je les ai plaqués sur la zone du ciel qui correspond, où il y a les constellations. Alors, pareil, on ne rentrera pas là-dessus, mais tout est décalé, puisque la constellation du Poisson, qu'on voit là par exemple, elle est derrière le signe du Bélier. Ça, c'est la raison du choix de Ptolémée il y a 1800 ans. Il y a un décalage qui s'opère et qui va être de pire en pire. Mais les astrologues le savent. Si on suit la Lune, on voit que la Lune, en fait, elle passe dans la constellation du Capricorne. Alors elle va tout droit, elle ne s'embête pas. Et donc, elle passe ensuite dans la constellation du Verseau. Elle revient dans la constellation du Capricorne. Elle passe dans la constellation du Verseau. Elle passe dans le Poisson. Ah là, elle traverse la Baleine. Encore une constellation dont on ne parle jamais. Elle passe dans le Poisson. Elle repasse par la Baleine. Taureau. Bélier, excusez-moi. Constellation du Bélier. Et après Taureau. Et donc, vous voyez, en fait, il y a aussi la Baleine. Donc, l'histoire des signes et des constellations, il faudrait qu'on se mette d'accord, en fait.
Alors moi, je vous propose qu'on se mette d'accord. Parce que oui, donc dans les signes, vous voyez, c'est simple. C'est Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est nickel. Mais le zodiaque des signes a été créé pour ça, pour repérer. Attention, quand on parle d'astronomie ou d'astrologie, là, on parle de repérer des positions. C'est de l'astronomie. Mais là, aucun astronome vous dira, oui, si la Lune est dans la constellation du Verseau ou dans le signe des Poissons, alors, ça, c'est de l'astrologie, ça, c'est de l'interprétation. Là, moi, je vous parle que du repérage. Et donc, quand on leur reproche ça, notamment avec l'histoire du décalage, on leur reproche de ne pas intégrer le serpentaire qui est ici. Et en fait, moi, comme je vous dis, les signes sont différents des constellations. Et tant qu'on n'a pas ça à l'idée, on ne comprend pas l'argument et comment y répondre. Donc finalement, est-ce que signe ou constellation? Donc vous avez vu avec Pluton tout à l'heure, en fait, le zodiaque, ça ne permet pas de repérer les nouveaux astres qu'on a repérés. Pluton, mais ceux qu'on vient de repérer depuis 10 ans, c'est pareil. Et donc, c'est juste pour rappeler que les signes astrologiques, évidemment, sont plus utilisés par les astronomes pour repérer les astres, mais les constellations non plus. On a envie de penser que les astronomes utilisent les constellations pour repérer les astres. Mais je ne sais pas si vous avez vu les images que transmet la NASA et d'autres services, quoi. La précision des appareils d'aujourd'hui, c'est des millions de fois plus précis que des constellations. Donc en fait, les constellations, c'est un truc que les astronomes amateurs utilisent parce que eux, ils regardent vraiment avec leurs yeux et ils pointent des télescopes. Donc il faut savoir repérer où on va. Et encore, avec les systèmes maintenant qui repèrent tout seuls, c'est même plus forcément possible. Donc en fait, les signes et les constellations, c'est des choses qu'on n'utilise plus vraiment. Et donc, la question derrière tout ça, c'est quel est le bon repérage en signe ou en constellation? Donc on va finir là-dessus. Auparavant, pour vous dire comment j'aborde la question, imaginez, donc aujourd'hui on est à Rennes, si on voulait aller à Paris, quelle est la distance entre Rennes et Paris? Est-ce qu'on peut la mesurer en miles ou bien en kilomètres? Quelle est la bonne mesure? C'est en miles ou c'est en kilomètres? Vous voyez, la question en fait ne fait pas sens parce que c'est juste une unité de mesure. La distance c'est la même. On peut la mesurer en pouces aussi, il y en aura plus, mais ça ne change pas la distance. Donc en fait, mesurer la distance en miles ou en kilomètres, c'est comme tracer une ligne droite et puis dire tous les combien est-ce que je balise? Mais ça, c'est arbitraire, c'est un choix en général culturel, ou alors il y a des fois c'est plus simple dans les calculs, mais il n'y a pas de meilleure mesure l'une que l'autre. Donc imaginez, vous prenez l'avion, vous décollez de Paris pour aller par exemple jusqu'à Nice. Choup. Alors Nice, c'est par là. Et là, vous décidez de repérer votre avion, alors on va dire qu'il ne va pas en ligne droite. Et par exemple, moi j'ai choisi, je ne sais pas si vous voyez, j'avais mis la lettre A ici. Et la question que j'aimerais poser, si on a un système de repérage entre l'Île-de-France et la Côte d'Azur, est-ce que A est en Bourgogne ou bien est-ce que A est dans la case numéro 2? Si vous voulez, ça revient à poser la même question qu'avant. C'est pas incompatible, c'est juste deux repérages différents. En fait, si on balise la France selon les régions administratives, là on va être en dessus de la Bourgogne. Alors il faudra que je mette à jour les régions. Et puis, si on décide que pour aller de là à là, on divise en 5 cases de longueur identique, on est dans la case numéro 2. Mais il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. Il y en a un qui a des origines, on va dire, socio-culturelles, historiques, politiques, et l'autre qui est purement mathématique. Mais en fait, étant donné qu'il n'y a pas un repérage qui est plus vrai que l'autre, tous les deux sont arbitraires, mais plus ou moins précis, c'est la même question pour moi, pour les signes et les constellations. C'est-à-dire que si vous repérez en signe, vous dites qu'il y a des cases et on repère là-dedans. Si vous repérez en constellation, vous dites qu'il y a une autre façon de repérer les choses, c'est les constellations qui ont des formes bizarres. C'est pour ça que j'aime bien cette comparaison, parce que les régions ont des formes bizarres aussi, parce que c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Et donc pour moi, en fait, il n'y a pas un repérage qui est meilleur que l'autre. Repérer en signe, c'est pas mieux que de repérer en constellation. Et repérer en constellation, c'est pas mieux, c'est pas plus vrai en tout cas que repérer en signe. Donc c'est pour ça que moi, c'est une critique que j'aime pas, parce que je trouve qu'elle n'est pas bonne. Et donc voilà, j'espère que ça répond à votre question dans le détail et tout ça. Merci. La question du faux, j'ai pas eu le temps d'en parler vraiment, mais comme vous pouvez le constater, les repérages astrologiques posent des problèmes. Et quand on a une approche sceptique, on peut vraiment proposer des explications alternatives aux choses et surtout les questionner différemment, mais en ayant l'intention d'être exigeant et en n'ayant pas peur de poser des questions gênantes.
Chez les astrologues, c'est bien plus difficile. Moi, quand j'y étais, il y avait des questions qu'on ne pouvait pas poser. Les fondements astronomiques de l'astrologie sont fragiles, en fait. C'est arbitraire. Ça a été posé. Les astrologues ne peuvent pas dire pourquoi, ne peuvent pas dire comment, pourquoi on n'a que 12 signes. C'est arbitraire. Comme je l'ai déjà sous-entendu, la communauté est très peu organisée. En fait, il y a des associations ici et là, il y a des courants astrologiques, il y a des écoles d'astrologie. Chacun enseigne son astrologie dans une école différente. Ce sont des écoles privées, ce ne sont pas des écoles publiques. Et je n'ai pas parlé des expérimentations, mais on a testé énormément l'astrologie et ça ne marche pas. Exceptionnellement, ça peut marcher. Mais quand on s'intéresse à la démarche scientifique, qui est une expérience qui réussisse de temps en temps, c'est normal. Le hasard prévoit ça. Et bon, c'est ce qui se passe avec l'astrologie. En règle générale, ça ne marche pas. Il n'y a donc pas de théorie de l'erreur. Et des erreurs, il y en a beaucoup dans les fondements et dans la pratique de l'astrologie. J'en ai parlé un peu hier. Et finalement, le titre de la conf, c'était « Que sait-on vraiment sur l'astrologie ?» Mais en fait, on sait beaucoup de choses déjà. C'est juste que il faut aller se documenter, il faut lire, il faut débattre aussi. Et donc, le problème dans tout ça, comme je l'ai déjà dit, c'est que les astrologues restent indifférents à ces critiques. Moi, voilà, j'ai des tonnes d'arguments comme ça, j'ai un livre, ils me connaissent puisque j'étais chez les astrologues auparavant, ils connaissent mon travail, mais il n'y en a aucun qui prend le temps d'analyser ce que je fais. Bon, comme tous les sceptiques, moi ça m'intéresse, qu'on vienne me dire ce que tu dis c'est faux. Ben ouais, allons-y. Alors quand on me dit ce que tu dis c'est faux, c'est sur des points de détail en fait en général. Mais sur les questions de fond, j'ai jamais de réponse. Donc comme je le disais hier, s'il y a quelque chose de faux dans ce que j'ai dit aujourd'hui, s'il y a un astrologue dans la salle, moi ça m'intéresse qu'ils viennent me voir après ou qu'ils le disent là. Et donc l'exemple que je vais donner, c'est le président de la fédération dans laquelle j'étais avant, habitait Nantes. Et donc, avant ce week-end, j'ai prévenu le nouveau président de la fédération que je venais donner 3 conférences dans la région. Et je leur ai dit, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Peut-être d'ailleurs qu'ils ont fait circuler l'information. Et la réponse que j'ai eue, en fait, c'était assez court. Et on me disait, écoute, dans la description de ta conférence, il est marqué « L'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse ?» Et effectivement, c'est une question que moi je posais à l'astrologie et puis que je pose encore maintenant. Et il disait, tu vois, rien qu'avec cette question-là, c'est pas la peine qu'on vienne. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que c'est pas comme ça qu'on avance déjà. Et puis surtout, si j'étais quelqu'un qui connaît pas le sujet, on pourrait encore me dire, ouais, mais tu connais rien. Mais le problème, c'est que moi, dans l'approche technique de l'astrologie, là, j'ai vraiment développé des compétences qu'il y a des astrologues qui n'ont pas. Et j'ai même envie de dire que la plupart des astrologues n'ont pas. Donc, ça pourrait donner lieu vraiment à des échanges. Et puis surtout, ce sont des gens qui reçoivent des êtres humains, qui leur donnent des conseils sur leur vie, sur comment diriger leur vie, comment penser le monde, il y a beaucoup de croyances en astrologie, et se dire que peut-être qu'il y a des erreurs, peut-être que c'est des petites erreurs dans la pratique, peut-être que la majorité de ce que je dis c'est faux, mais s'il y a des erreurs quand même, c'est important en termes de déontologie de les connaître, pour ne pas tomber dedans. Et moi je ne comprends pas en fait qu'ils restent indifférents et qu'ils n'essayent pas de savoir. Ou alors c'est qu'on est vraiment dans la croyance, contrairement à ce que beaucoup pensent. Parce que beaucoup pensent que non, ça marche trop bien pour être une croyance. Donc malheureusement, voilà, il n'y a pas d'échange, et c'est bien dommage. Et des fois, on me répond aussi, oui, mais la science, c'est aussi une croyance. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis la science, c'est surtout, ose poser des questions gênantes, les questions tabous, ce qui n'est pas le cas en astrologie. Et puis on me dit aussi des fois que les sceptiques ne sont pas des vrais sceptiques, parce qu'il y a des scientifiques quand même qui ont des croyances, et c'est de la rhétorique en fait. Parce que dans tout ce que j'ai dit, que les sceptiques soient des vrais sceptiques ou pas des vrais sceptiques, non, quand je dis qu'il n'y a pas eu un astrologue qui a inventé l'astrologie, c'est simple, on va dans les textes et puis on peut dater, et c'est pas une question de croyance, ça. Enfin voilà. Donc je vais m'arrêter là, en m'excusant d'avoir pas pu en dire plus, j'avais encore plein de choses à dire, et en vous remerciant de votre attention, et si vous avez quelques questions, il reste quelques minutes. Merci à vous. Déjà, félicitations pour ta conférence. Et j'aurais une question. Est-ce que les astrologues ont un critère de réfutabilité qui est admis par tous les astrologues ou est-ce que ça existe absolument pas? Et qu'est-ce qu'un critère de réfutabilité, s'il te plaît? Je disais merci pour ta question.
Existe-t-il un critère de réfutabilité en astrologie ? Donc, ma réponse, c'est non. Surtout pour tous les astrologues. Qu'est-ce qu'un critère de réfutabilité ? En fait, tous les astrologues vous disent, voilà, moi je suis astrologue, je pratique l'astrologie et je la vérifie tous les jours. Je sais que ça marche, je l'expérimente tous les jours, les gens viennent me voir et voilà, on voit bien qu'on fait des choses avec, etc. Donc l'astrologie, c'est plus qu'une croyance. Et puis il y en a qui n'hésitent pas à dire que c'est une science. Une science humaine, parce que c'est pratique, ça permet de ne pas être une science exacte, donc l'erreur est permise. Et donc la question qui est cachée derrière la question, c'est en fait, qu'est-ce qu'une science aujourd'hui ? Et donc, c'est compliqué de répondre à ça parce qu'il y a des sciences de très différentes natures. Mais il y a un critère que nous, on aime bien en tant que sceptiques rappeler face à des tenants de croyances, c'est le critère de réfutabilité. Le critère de réfutabilité, ça consiste à ne pas voir une connaissance comme une théorie qu'on met en place. On va envisager un test pour vérifier que ça correspond bien à la réalité et donc prouver que la théorie est vraie. C'est un peu plus subtil pour aller plus vite et plus loin. Ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de le contraire en disant si ma théorie elle prévoit que, comment je peux m'assurer qu'elle n'est pas fausse ? Et on essaye d'imaginer des expérimentations qui vont essayer de la mettre en danger. Et donc on ne va pas essayer seulement de faire des tests pour vérifier que ce qu'on dit c'est vrai, on va en faire évidemment, mais on va essayer toujours d'imaginer un test qui va aller pousser dans les limites de la théorie pour voir si elle résiste. Parce que si elle ne résiste pas, c'est soit qu'on s'est trompé, soit qu'on a fait une approximation et donc il faut aller chercher plus loin. Et donc ça demande vraiment de désenchanter son travail. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire wow, j'ai une belle théorie. C'est plus terrible, c'est de se dire est-ce que je peux casser ma théorie ? Et c'est si j'y arrive pas que c'est intéressant. Exemple, la théorie d'Einstein est réfutable. Si vous passez du temps à étudier des équations, vous pouvez devenir compétent en théorie et envisager de proposer des expérimentations qui la mettent en défaut. Ça fait juste plus de 100 ans que tous les scientifiques essayent de le faire. Et si elle est toujours là, tout en étant réfutable, ce qui peut être un peu contre-intuitif, c'est parce qu'on n'a pas réussi à la réfuter. Et c'est ça qui fait qu'elle est solide. C'est qu'on essaye. On commence maintenant à avoir des choses qui sont un petit peu limites, mais en tout cas, on n'y arrive pas. Et donc, chez les astrologues, ça ne marche pas du tout comme ça. Mais vraiment pas. Et en plus, ta question est méchante, mais je sais que c'était volontaire. C'est qu'en plus, est-ce qu'il y a un critère collectif ? Non, parce qu'ils n'arrivent déjà pas à s'entendre sur quoi que ce soit. Et alors, pour ce qui est de tester, en plus, l'astrologie, c'est encore pire, quoi. Il n'y a pas de possibilité. Moi, j'aime bien les embêter en disant, mais il suffirait d'une preuve, un seul truc, n'importe quoi, ce que vous avez dans votre sac, quelque chose dont vous êtes certain et qui marche et qu'on peut tester, etc. Et puis ça y est, c'est intéressant, nous ça intéresse tout le monde, parce que s'il y a quelque chose qu'on a raté dans la connaissance du réel, ça intéresse tout le monde. Je n'ai jamais de réponse, quoi. Donc voilà. Non, il n'y a pas de critère de réfutabilité en astrologie. Une autre question, peut-être ? Oui, en fait, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris ce que vous entendez par l'astrologie pourrait-elle marcher tout en étant fausse ? Malheureusement, c'est moins 10. Pour donner un ou deux exemples très rapidement, quand j'étais donc dans la fédération et qu'on échangeait entre astrologues, à un moment, j'avais une amie qui était une astrologue très sérieuse, quoi, qui collaborait à l'écriture d'un livre. C'était des biographies de personnages célèbres. Et l'éditeur nous avait contactés pour dire tiens, ça serait sympa qu'on ait des petits encadrés astrologiques. Qu'est-ce que l'astrologie peut dire de telle personne célèbre dont on a la date de naissance ? Et là, je ne sais pas pourquoi, elle nous montrait ce qu'elle avait fait sur Galilée. Et Galilée étant né tel jour, à telle heure, à tel endroit, donc elle avait monté son thème et elle avait comparé le thème de naissance avec ce qu'on dit de la personnalité de Galilée. Et puis évidemment, ça correspondait bien, elle rendait bien compte de ce qu'elle avait trouvé. Et les astrologues s'entraînent beaucoup à ça, en fait, parce que c'est comme ça qu'on se familiarise avec l'utilisation de l'astrologie. Vous prenez des personnages célèbres, vous regardez leur biographie, et puis vous regardez où étaient les planètes au moment des événements qu'ils rencontrent ou qu'ils traversent. Et comme ça, vous entraînez à interpréter les configurations. Donc elle avait fait ça avec Galilée, et les grands moments de sa vie, il y avait de telles configurations astrologiques que ça rendait vraiment compte de ce qu'il avait vécu. Donc ça marche l'astrologie, on arrive bien après coup à rendre compte des choses.
Et puis, on échangeait. Et puis, à un moment, il y en a un d'entre nous qui lui dit, mais au fait, t'es bien sûr de la date de naissance? Et on va vérifier. Et elle s'était trompée de 2 ans. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait pris une mauvaise date. Je ne sais pas pourquoi. Et là, le gros blanc, hein, ça se passait par mail. Mais même par mail, on sent la difficulté. Et je ne me moque pas en disant ça, hein, parce que franchement, elle était mal et je le comprends tout à fait. Et en fait, donc, elle a ramé, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pris la nouvelle date et elle a essayé de chercher les configurations qui étaient dans les 2 cartes de naissance. Évidemment, il n'y en avait quasiment pas, puis ce n'était pas les plus importantes. Et en fait, tout était différent. Et le problème, c'est que ça avait marché avec une mauvaise date de naissance. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a mis sur la piste de cette question et que je commençais à poser après aux astrologues cette question-là. Mais alors, est-ce que ça pourrait marcher tout en étant faux? Parce que finalement, la date de naissance, non, c'est super important, il faut la connaître précisément, parce que sinon, on commet des erreurs d'interprétation. Voilà, ça marchait bien à 2 ans d'écart. Et en fait, il y a plein d'exemples comme ça, finalement. Notamment, il y a des astres dont on a cru qu'ils existaient, parce que c'était des hypothèses d'astronomes. Et après, on s'est rendu compte que finalement, ils n'existaient pas. Mais comme ça avait pris plusieurs dizaines d'années, il y a des astrologues qui les avaient intégrés à l'astrologie. Eh ben, ça s'est passé il y a 100 ans ou 150 ans. Les astres qui n'existent pas, on en est sûr, ils sont encore dans les logiciels d'astrologie. Il y a des astrologues qui utilisent les positions d'astres dont on sait qu'ils n'existent pas et qui en tirent des interprétations. Et ça marche. Ça marche. Selon leurs critères à eux, ça marche. C'est-à-dire qu'ils arrivent à retrouver après coup, à appliquer les symbolismes aux situations, à faire des correspondances, et ils ont l'impression que ça marche. Et pour donner juste un autre exemple qui pour moi est emblématique depuis que j'en ai pris connaissance il y a 2 ans, je crois, ou 2 ans, c'est la question de Staline. La question de Staline. En fait, Staline, un personnage emblématique du XXe siècle, il a été très très étudié par les astrologues parce que c'est vraiment un personnage qui a pesé notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc il est mort en 1953, je crois. Et en fait, donc pendant tout le XXe siècle, les astrologues ont interprété sa carte de naissance, ont fait des prédictions, notamment pendant la guerre. Qu'est-ce que Staline va décider? On regardait les planètes et puis ils essayaient de deviner ce que Staline allait faire. Et évidemment, ça marchait toujours. Enfin, avant, parce qu'après, quand on fait des prédictions, c'est plus compliqué. Et donc, ils ont continué. Les étudiants se sont entraînés sur la date de naissance de Staline, sur les biographies, comme l'exemple que je donnais avant avec Galilée. Et il y a un petit problème, c'est qu'en 2001, il y a un auteur qui travaillait sur une biographie de Staline et il s'est rendu sur le lieu de naissance de Staline, à l'église de Gori. Il est allé voir dans les registres, juste pour le retrouver, et il s'est rendu compte que la date officielle n'était pas bonne. Et il y avait 1 an et quelques jours d'écart. Et donc, chez les astrologues, drame, parce que pendant des dizaines d'années, des milliers d'astrologues se sont entraînés sur la biographie de Staline pour se familiariser avec les configurations de l'astrologie, et ça marchait. Et tous les courants astrologiques l'ont fait, c'est-à-dire que même des fois avec des systèmes différents. Et ils ont utilisé ça pour montrer aux sceptiques à quel point on pouvait utiliser l'astrologie pour interpréter la vie des personnes célèbres. Donc c'était des preuves de l'efficacité de l'astrologie. Et en fait, non, on se rend compte que ce n'était pas la bonne date. Et évidemment, les configurations, c'est plus les mêmes non plus, quoi. Et donc, moi, quand je suis tombé là-dessus, j'en ai parlé dans une chronique radio aussi. Et puis donc, j'ai essayé d'envoyer ça aux astrologues. Mais alors, comment ça se fait? Si tout le monde se trompe, si personne ne voit que la date est fausse, mais alors en général, comment vous faites la distinction entre guillemets, entre le vrai et le faux? Moi, je pense que l'astrologie ne permet pas de faire cette distinction. Et cet exemple est emblématique. Bon, en fait, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais j'ai jamais eu de réponse. Les astrologues, ils répondent pas. Moi, ça m'intéresserait qu'on essaye de trouver une explication à ça. Moi, je suis curieux. À mon avis, il n'y en a pas. Et donc, en fait, si les astrologues peuvent se baser sur de mauvaises dates pour produire quelque chose qui les satisfait eux, finalement, est-ce que l'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse? C'est pas beau ce que je viens de dire. Est-ce que l'astrologie peut marcher tout en étant fausse? Et donc, c'est une question que je posais quand j'étais astrologue. Alors maintenant que je suis sceptique, je la pose encore plus. J'aurais envie de dire l'astrologie marche tout en étant fausse. Mais ça renvoie à plein d'autres arguments. Donc voilà, c'est des questions comme ça que je peux poser et c'est pour ça que je les pose de cette façon-là. D'accord? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions tout au fond? Oui, je pense que ça dépend quel sens on donne au mot marché.
Oh, Je veux oui. dire, l'astrologie, c'est une communauté de gens qui font des prédictions, j'imagine, contre des espèces sonnantes et trébuchantes, et puis une communauté de gens qui ont besoin d'être rassurés et qui consultent ces gens-là. Donc si les deux parties sont satisfaites, socialement, ça marche, même si scientifiquement, ça pose des problèmes compliqués. Et justement, la différence, c'est la différence entre le sens et l'évidence. Descartes fonde la science en identifiant le vrai à l'évidence. Donc moi, ce que j'avais sans discussion, c'est ce qui est évident. C'est pas ce qui a du sens. Or, les gens, la plupart du temps, ils cherchent du sens. Et si l'astrologie leur en donne, qu'est-ce qu'on y peut ? La réponse, en fait, je la donne au début de ma conférence d'hier, puisque je l'ai introduite comme ça, en disant, quand vous interrogez les astrologues, ils vous disent l'astrologie, ça marche. Et puis, en 2009, l'Association française pour l'information scientifique a publié un numéro spécial sur l'astrologie, et vous voyez le titre, « Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché ». Alors finalement, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Et on rejoint vraiment les questions que tu poses. Et les réponses, c'est à peu près ça, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que ça veut dire ça marche ? Donc moi, j'ai une conf complète là-dessus. C'est pour ça que je peux pas répondre comme ça aussi rapidement. Mais pour aller très vite, pour l'astrologue, ça marche s'il arrive à trouver un sens, une correspondance, on dit symbolique, entre une information qu'il a sur un événement et une configuration astrologique. Et s'il trouve un lien, il peut interpréter un événement à l'aide de l'astrologie, pour lui, ça marche. Si il y a quelqu'un qui vient le voir et qu'à l'aide de l'astrologie, il lui donne un conseil qui va pouvoir lui permettre de dépasser un problème qu'il a dans sa vie, la personne va repartir contente. Et donc, pour l'astrologue et pour la personne, ça marche. Mais la question, c'est est-ce que c'est à cause de l'astrologie que ça marche ou simplement le fait qu'on ait donné du sens, comme tu disais ? C'est vrai que c'est pas pareil. Après, la question des prédictions, je dirais rien que pour t'embêter, les astrologues, ils font des prédictions entre eux. C'est pas seulement contre de l'argent sonnant et trébuchant. En consultation, oui, effectivement. Mais je veux dire, l'astrologue, quand il s'entraîne, il en fait pour lui. Et puis, il faut aller voir sur les forums d'astrologie. Ils se battent en disant alors, regardez l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer ? Et il n'y a pas d'argent là-dedans. C'est un jeu. C'est plus qu'un jeu, quoi. C'est une passion. On essaye de décrypter l'avenir. Donc, malheureusement, non. Le problème aussi, c'est que quand on regarde vraiment dans le détail, ce sont des millions et des millions de prédictions qui sont faites chaque année. Et donc, des fois, il y en a qui tombent juste. Mais c'est juste qu'on oublie toutes celles qui tombent à côté. Et quand on dit ça, c'est pas du 50-50, c'est qu'on est quasiment du 1 pour 100 000, je ne sais pas. Donc, le ça marche, ça ne marche pas. Le ça marche pour l'astrologue, c'est ça. Pour le scientifique, pour le sceptique, c'est, à mon avis, quand il y a une relation entre des gens, il y a des moyens de biaiser les choses. Là, j'en ai pas parlé, mais ce que j'appelais la technique de la bataille navale, par exemple, quand moi j'interprétais, je ne l'appelais pas, j'ai compris ça après, j'avais mon thème de naissance et puis je lançais des interprétations. Et puis, il y a des fois, ça correspondait. La personne me disait, ouais, effectivement. Puis des fois, elle me disait, non, pas du tout. Des fois, elle ne réagissait pas. Et en fait, ce qui se passait, sans que je m'en rende compte, c'est qu'à chaque fois que je donnais une bonne interprétation, parmi plein de fausses, quand elle réagissait, je me disais, là, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, je me concentrais sur ce sujet-là. Et après, on partait dans d'autres interprétations, et à chaque fois que la personne validait plus ou moins, que je disais des choses intéressantes, on approfondissait, et on arrivait vraiment petit à petit à trouver une problématique. Et puis, vraiment, la personne, ça l'intéressait, ça pouvait lui permettre de la dépasser. Et donc, moi, je trouvais ça fabuleux. Elle aussi. On était tous les deux satisfaits. Et donc, dans le scepticisme, on fait bien la différence entre l'efficacité et la satisfaction. Je crois que c'est un mot que tu as employé aussi. L'efficacité, c'est la science. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut produire un test, tester des hypothèses et s'assurer que ce n'est pas juste des hypothèses. Et si c'est le cas, après, on peut peut-être construire une connaissance là-dessus. Et on parle d'efficacité. Pour ça, l'important, c'est d'identifier tous les biais, tout ce qui pourrait fausser le résultat, pour être sûr qu'on a des bonnes conclusions. Et quand on a ce genre d'approche et qu'on teste l'astrologie, ça ne marche pas. Les résultats sont comparables à ce que prévoit le hasard. Et j'ai perdu le fil. Et ouais. Et donc, quand la technique de la bataille navale, moi, je trouvais ça fabuleux. Je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire. Mais finalement, ce que je viens de vous décrire, c'est exactement comparable au jeu de la bataille navale.
quand vous dites A3, touché ou pas touché? Pas touché, on fait H7. Mais si H7, j'entends toucher. Ah, H7 touché, qu'est-ce que je vais faire après? Je ne vais pas faire B2, je vais faire H6. Ou alors G7. Et finalement, ce que je faisais, c'était ça. Et je ne m'en rendais pas compte. Et donc, le ça marche, tu vois, il marchait parce qu'on arrivait à déterminer un sujet important pour la personne par hasard. C'est-à-dire, je lance des trucs et puis quand je touche, je vais tirer juste à côté. Et en faisant comme ça, la connaissance de l'âme humaine, de l'être humain, fait qu'on arrive assez vite à parler des choses importantes de la personne. Mais avec une approche sceptique, je me rends compte maintenant que ça ne vient pas de l'astrologie, ça. Ça vient juste de la façon de faire. Et donc, finalement, ça ne marche pas si on parle du réel, en fait. Et on peut truander les choses avec le hasard, mais encore faut-il comprendre ce que c'est que le hasard, comment ça marche, etc. Moi, c'est des choses que je ne comprenais pas il y a 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai un peu mieux compris ce que c'était. Et c'est là qu'on s'arrête. Voilà. Donc, merci encore pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là encore quelques minutes. Et puis, si vous voulez un peu de lecture, j'ai un livre que j'ai publié qui est ici et là-bas. Et merci encore pour votre présence.